la femme que la ville a effacée. Ils l'ont traînée dans la rue comme des ordures, pieds nus, saignante, silencieuse. Lydia Hale n'a pas crié. Elle avait appris il y a des années que la douleur ne faisait que les divertir plus longtemps. Les hommes lui serraient les bras assez fort pour la meurtrir, leurs bottes soulevant la poussière qui recouvrait sa jupe déchirée, et la ville regardait depuis les porches et les portes avec les mêmes regards vides qu'elle avait reçus pendant des mois. Personne n'a bougé, personne n'a parlé. Elle était déjà partie pour eux. Mais deux petites filles sont entrées sur la route, ont regardé ces hommes dans les yeux et ont dit non. Et tout s'est arrêté. Si vous regardez d'où que ce soit dans le monde, laissez tomber votre ville dans les commentaires ci-dessous. Je veux voir jusqu'où l'histoire de Lydia peut voyager. Et si elle vous touche, appuyez sur le bouton « J'aime » et restez jusqu'à la fin. Vous ne le regretterez pas. Le soleil du Wyoming n'avait aucune pitié fin août. Il pesait sur la ville d'Amber Crossing comme un marteau sur une enclume, aplatissant les ombres et cuisant les chemins de terre jusqu'à ce qu'ils craquent. Lydia Hale en ressentait chaque degré à travers les semelles fines de ses bottes ou ce qu'il en restait. Le cuir s'était fendu des semaines auparavant, tenu ensemble maintenant par des bandes de tissu qu'elle avait arrachées à son propre jupon. Elle marchait prudemment, du talon à la pointe, essayant de ne pas déranger les ampoules qui pleuraient sous les bandages improvisés. Elle gardait la tête baissée en longeant le bord de Main Street, les bras enroulés autour d'un paquet de linge sale qu'elle avait ramassé à la pension. Madame Carmichael avait cessé de la payer il y a 3 semaines, mais Lydia venait toujours pour la lessive. Cela lui donnait quelque chose à faire, un endroit où aller, une raison d'être debout. Les femmes sur la promenade ne la regardaient pas directement. Jamais. Mais elle sentait leurs yeux glisser sur elle comme de l'huile sur l'eau. Elle entendait aussi les murmures. Toujours les murmures. Elle est toujours là. Je pensais qu'elle serait partie maintenant. Il ne lui reste plus aucune honte. Les doigts de Lydia se resserrèrent sur le paquet, mais son visage resta impassible. Elle avait perfectionné cette expression au cours des 2 dernières années, lisse, vide, intouchable. C'était de la seule armure qu'il lui restait. Elle tourna dans la ruelle derrière l'épicerie où un baril de pluie se trouvait à l'ombre. L'eau à l'intérieur était vieille et trouble, mais elle était gratuite et elle n'avait pas à demander la permission. Elle posa le linge par terre et s'agenouilla près du baril, trempant ses mains dans l'eau tiède. La fraîcheur fut un bref soulagement. Elle s'aspergea le visage, le cou, l'intérieur de ses poignets. Pendant un instant qu'elle ferma les yeux. Pendant un instant, elle se laissa rappeler ce que c'était que d'être propre. « Tu utilises toujours ce baril, Lydia ?» Elle ouvrit les yeux. Arnold Dutch se tenait à l'entrée de la ruelle, les pouces accrochés à sa ceinture, son visage ombragé par le bord de son chapeau. Il possédait de l'épicerie et il avait clairement fait savoir il y a des mois qu'elle n'était pas la bienvenue à l'intérieur. « J'aurai fini dans 1 minute, dit-elle calmement. C'est ce que tu as dit la semaine dernière. » Il s'approcha, ses bottes raclant la terre tassée. Et la semaine d'avant, Lydia se leva lentement, s'essuyant les mains sur sa jupe. « Je ne dérange personne. C'est vous qui me dérangez. » Il fit un geste vers le baril. « C'est mon eau, ma propriété, et j'en ai marre que tu traites Ketteville comme si elle te devait quelque chose. Ce n'est pas moi, c'est toi. » Sa voix s'aiguisa. « Tu te promènes ici comme une sorte de fantôme occupant de l'espace, utilisant des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu n'as pas de mari, pas de maison, pas de raison d'être ici. Pourquoi ne pars-tu pas? Parce que je n'ai nulle part où aller. » Elle ne le dit pas. Cela ne servait à rien. Arnold Dutch ne se souciait pas de savoir où elle allait, seulement qu'elle parte. « Je trouverai un autre endroit pour me laver, » dit-elle. « Assure-toi de le faire. » Il se retourna et retourna vers la rue, la laissant debout dans la ruelle avec le paquet de linge à ses pieds et le soleil pressant sur ses épaules comme une main. Elle ramassa le linge et continua à marcher. Au moment où Lydia atteignit le ruisseau à la lisière de la ville, ses jambes tremblaient. Elle n'avait pas mangé depuis hier, un biscuit à moitié brûlé qu'elle avait trouvé derrière la boulangerie, et la chaleur lui donnait la tête qui tourne. Elle s'agenouilla sur la rive et plongea le linge dans l'eau, le frottant avec une écharde de savon de soude qu'elle avait gardé d'un travail il y a 3 mois. Le mouvement répétitif la stabilisa. Frotter, rince, tordre, frotter, rince, tordre. Ses mains bougeaient automatiquement, et son esprit vagabondait. Elle pensa à Samuel.
Pas à la façon dont il avait été à la fin, maigre et gris, et crachant du sang dans ses mains, mais à la façon dont il avait été avant, fort, riant, le genre d'homme qui pouvait réparer une roue de chariot d'une main et la tirer dans une danse de l'autre. Ils avaient eu 3 ans ensemble, 3 ans d'une petite maison à la limite nord de la ville, un jardin qui produisait plus de courges qu'ils ne pouvaient en manger, et l'espoir qu'ils auraient peut-être, juste peut-être, un enfant bientôt. Puis la fièvre est venue. Elle a importé Samuel en moins d'1 semaine. Elle a importé la maison 6 mois plus tard quand elle n'a pas pu payer les impôts. Elle a emporté sa position dans la ville quand les rumeurs ont commencé. Des rumeurs qu'elle avait été vue avec d'autres hommes, qu'elle avait conduit Samuel à une tombe prématurée par sa froideur, qu'elle était maudite. Rien de tout cela n'était vrai. Mais la vérité n'avait pas d'importance quand les gens avaient déjà décidé qui elle était. Elle tordit le dernier drap et le posa sur l'herbe pour qu'il sèche. Ses mains étaient à vif, ses jointures craquaient et saignaient par endroits. Elle les trempa dans le ruisseau et regarda le sang se disperser dans le courant. Une ombre tomba sur l'eau. Lydia leva les yeux. 3 hommes se tenaient sur la rive au-dessus d'elle. Elle en reconnut 2, Arnold Deutsch et Carl Miner, qui dirigeaient l'écurie. Le 3e était plus jeune, peut-être 20 ans, avec une barbe clairsemée et un sourire méchant. « Je t'avais dit qu'elle serait là », dit Arnold. Lydia se leva lentement. « Je suis juste en train de laver du linge sur un terrain public », ajouta Carl, en utilisant de l'eau publique. « Le ruisseau appartient à tout le monde, pas à toi. » Arnold s'approcha. « Nous avons discuté, Lydia, les gens de la ville, et nous sommes tous d'accord. Tu as dépassé le temps de ton accueil. » Son pouce s'accéléra, mais elle garda la voix ferme. « Je n'ai rien fait de mal. »« Tu existes, » dit le plus jeune homme. « C'est suffisant, » ricana Carl. « Allez maintenant. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Emballe juste ce que tu as et pars. Il y a d'autres villes, d'autres endroits pour les femmes comme toi. Les femmes comme moi. Des veuves sans famille, sans compétences, sans perspective. » Le sourire d'Arnold n'atteignit pas ses yeux. « Tu es un fardeau pour cette ville, Lydia, et nous en avons fini de te porter. Je ne demande à personne de me porter. Alors pars. » Non. Le mot sortit avant qu'elle ne puisse l'arrêter, calme mais ferme. Il resta suspendu dans l'air entre eux comme une étincelle sur de l'herbe sèche. Le sourire d'Arnold disparut. « Qu'as-tu dit? » J'ai dit non. Les mains de Lydia se crispèrent en poing sur ses côtés. « J'ai autant le droit d'être ici que n'importe qui. » « Tu n'as aucun droit. » Carl se déplaça vers sa gauche, coupant son chemin de retour vers la ville. « Tu n'as pas de mari, pas de maison, pas d'argent. Tu n'es personne. » Le plus jeune homme se plaça à sa droite. Le cœur de Lydia martelait contre ses côtes. « Ne fais pas ça. » Arnold tendit la main vers son bras. « Tu aurais dû partir quand nous t'avons demandé gentiment. » Elle recula brusquement, trébuchant sur le sol inégal. Son talon attrapa une racine et elle tomba lourdement, sa paume se frottant contre les rochers. La douleur monta dans ses poignets, vive et aiguë. « Lève-toi, » dit Arnold. Elle ne bougea pas. J'ai dit « lève-toi ». Des mains la saisirent, rugueuses, impatientes, et la tirèrent debout. Elle essaya de se dégager, mais la prise de Carl était de fer. Le plus jeune homme prit son autre bras, et ensemble, ils la traînèrent en avant. « Lâchez-moi. » « Tu aurais dû y penser avant de devenir têtu, » dit Arnold. Ils la traînèrent à travers l'herbe, au-delà du linge qui séchait, sur la route. Ses pieds raclaient la terre, ses orteils accrochaient des pierres. Elle se tordit, essaya de planter ses talons, mais ils étaient trop forts, trop déterminés. Des gens apparurent dans les portes, sur les porches, aux fenêtres. Personne ne bougea. Personne ne parla. Lydia arrêta de lutter. À quoi bon? Elle avait appris cette leçon auparavant. La résistance ne faisait que les nourrir. Le silence les affamait plus vite. Alors elle se relâcha. Laissa-les la traîner. Laissa-les prouver ce qu'ils étaient. Les hommes la traînèrent dans Main Street, sa jupe se déchirant, ses bras brûlants, la poussière lui couvrant le visage, lui remplissant la bouche. Elle goûta du cuivre, de la terre et de la défaite. Et puis un arrêt. La voix était petite, claire, sans peur. Les hommes ralentirent. Lydia leva la tête. 2 filles se tenaient au milieu de la route. L'une avait peut-être 8 ans, l'autre plus près de 6.
Toutes deux portaient des robes en calicot délavé et avaient des tresses sombres soigneusement épinglées à la nuque. L'aînée avait les bras croisés. La plus jeune tenait une poupée de chiffon. « Écartez-vous, les filles, » dit Arnold. « Non, » dit l'aînée. Carl rit. « Tu ne comprends pas, c'est ce qui se passe ici. »« Si, je comprends. » La fille s'avança, ses yeux gris et calmes rencontrèrent ceux d'Arnold sans sourire. « Vous lui faites du mal. Nous retirons un problème. » Ce n'est pas un problème, c'est une personne. Clara, une voix d'homme basse et égale, vint de derrière la foule. June. Les filles ne bougèrent pas. La foule s'écarta. Un homme entra sur la route. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux sombres et un visage buriné par le vent et le travail. Il portait une chemise simple et un pantalon, tous deux propres mais usés, et ses bottes étaient éraflées aux orteils. Il ne regarda ni Arnold, ni Carl, ni le plus jeune homme. Il regarda Lydia. « Laissez-la partir, dit-il. » La prise d'Arnold se resserra. « Ce ne sont pas vos affaires, Crowley. » Maintenant, si. Ethan Crowley se déplaça avec une sorte de calme qui rendait les hommes nerveux agités. Il passa devant Clara et June, s'arrêta à 3 pieds d'Arnold et attendit. « Elle n'a pas sa place ici, dit Carl. Alors elle viendra avec nous. » Arnold cligna des yeux. « Quoi? Tu m'as entendu. » Le regard d'Ethan ne vacilla pas. « Laissez-la partir. Tu ne la connais même pas. Pas besoin. C'est une source de problème. » Alors, j'ai entendu. Ethan regarda Lydia alors, et quelque chose dans son expression, quelque chose de doux et de sûr, lui fit mal à la poitrine. « Madame, voudriez-vous venir avec nous? » Lydia le fixa. Les filles, le calme constant et impossible dans ses yeux. Elle aurait dû dire non. Aurait dû lui dire de ne pas gaspiller sa gentillesse sur quelqu'un que la ville avait déjà enterré. Aurait dû lui épargner la peine d'être lié à son nom. Mais le mot qui sortit fut oui. Ethan lui tendit la main. Arnold la lâcha. Lydia s'avança, ses jambes instables, et plaça sa main dans celle d'Ethan. Sa prise était chaude, solide, réelle. Il ne la tira pas, ne la pressa pas, se contenta de lui tenir la main et d'attendre qu'elle soit prête à marcher. Clara et June se joignirent à eux. La foule regarda en silence alors qu'ils descendaient la route, passant devant l'épicerie, devant la pension, devant l'église aux murs blanchis à la chaux et à la cloche jugeante. Personne ne suivit. Personne ne parla. Et pour la première fois depuis 2 ans, Lydia Hale traversa Ember Crossing sans baisser la tête. Monsieur la cabane se trouvait à 3 miles au nord de la ville, niché dans une clairière où les pins poussaient drus, et l'air sentait la sève et la terre. Elle était petite, 2 pièces, une cheminée en pierre, un porche qui faisait à moitié le tour de l'avant, mais elle était propre, soignée, entretenue. Ethan aida Lydia à monter sur le porche et fit un geste vers une chaise en bois. « Asseyez-vous. » Elle s'assit. Clara disparut à l'intérieur et revint avec une tasse en étain d'eau. Lydia la prit avec des mains tremblantes et but. L'eau était froide, propre et avait le goût de la neige. June se tenait à proximité, serrant sa poupée, regardant Lydia avec de grands yeux sérieux. Ethan s'agenouilla devant elle et examina ses pieds. Les bandages improvisés étaient trempés de sang et de terre. Il fronça les sourcils, mais ne commenta pas. Il se leva et rentra. Clara s'assit sur les marches. « Tu n'as pas à avoir peur. » Lydia la regarda. « Je n'ai pas peur. »« Si tu as peur, c'est normal. Nous étions 2 quand nous sommes arrivés ici. »« Vous êtes venus d'où? » ?»« D'un orphelinat à Cheyenne. » La voix de Clara était factuelle. « Nos parents sont morts dans un incendie. Nous avons été envoyés là-bas, mais c'était mal. Monsieur Crowley est venu nous chercher l'année dernière. Il vous a adopté? Pas officiellement, mais il dit que nous sommes les siennes. » Clara inclina la tête. « Vous allez rester? » « Je ne sais pas. Vous devriez. Nous avons un lit supplémentaire. » Ethan revint avec une bassine d'eau, des linges propres et un petit pot de pommade. Il les posa sur le porche et s'agenouilla à nouveau, déballant doucement le tissu des pieds de Lydia. Elle grimaça lorsque le tissu se détacha des ampoules. « Ça va faire mal, dit-il doucement. « Je sais. » Il nettoya ses pieds avec des mains soigneuses et fermes. L'eau piquait, mais Lydia se mordit l'intérieur de la joue et resta immobile. Quand il eut fini, il sécha ses pieds et appliqua la pommade, épaisse, fraîche, sentant légèrement la lavande. « Merci, » murmura-t-elle.
Ethan enveloppa ses pieds dans des bandages propres, puis se leva. De rien. Pourquoi avez-vous fait ça tout à l'heure? Je veux dire, il croisa son regard, parce que c'était mal. Les gens font des choses mal tout le temps. Ça ne veut pas dire que je dois rester là et regarder. La gorge de Lydia se serra. Elle détourna le regard vers les arbres, où la lumière s'estompait et les ombres s'allongeaient. « Je n'ai rien à vous donner, dit-elle. Pas d'argent, pas de compétences. Je ne peux pas. Je n'ai rien demandé. Alors qu'est-ce que vous voulez? » Ethan fut silencieux un moment. Puis il dit, « Que diriez-vous de commencer par le dîner? » À l'intérieur de la cabane, c'était simple mais chaleureux. Une cheminée en pierre dominait un mur. Une table grossièrement taillée se trouvait au centre de la pièce, et 2 lits étroits étaient nichés dans le coin, soigneusement faits, avec des courtepointes patchwork. Un 3e lit, plus grand, se trouvait derrière un rideau au fond. Clara et June mirent la table pendant qu'Ethan remuait un pot de ragoût sur le feu. L'odeur fit tordre l'estomac de Lydia de faim, mais elle resta sur la chaise près de la porte, incertaine si elle avait le droit de bouger. « Viens t'asseoir, » dit Ethan, sans lever les yeux. Elle hésita, puis traversa la pièce et s'assit à la table. Clara lui tendit un bol en bois et une cuillère. June versa de l'eau d'une carafe dans 4 tasses. Quand le ragoût fut prêt, Ethan le servit dans leur bol, épais de venaison, de pommes de terre, de carottes et d'oignons. Lydia fixa le sien, sa vision se brouillant. « C'est normal de manger, » dit Clara doucement. Lydia prit sa cuillère. La première bouchée fut presque douloureuse. La chaleur, la saveur, la plénitude. Son corps ne savait pas quoi faire. Elle mangea lentement, prudemment, et personne ne parla jusqu'à ce que les bols soient vides. Ensuite, Ethan versa du café, fort et amer, et ils s'assirent en silence pendant que le feu crépitait. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, » dit Ethan finalement. Lydia le regarda. « Pourquoi? » « Parce que tu as besoin d'un endroit et nous en avons un. Vous ne me connaissez pas? Pas besoin. Et si je suis tout ce qu'ils ont dit que j'étais? » Le regard d'Ethan était ferme. « Alors tu es toujours la bienvenue ici. » Les mains de Lydia tremblaient autour de sa tasse. Elle la posa avant de la laisser tomber. « Je ne serai pas un fardeau, dit-elle. Je n'ai pas dit que tu le serais. Je le pense, je travaillerai, j'aiderai Lydia. » Sa voix était ferme mais gentille. « Tu n'as pas à gagner ça. » Elle le regarda, incompréhensive. « Tu n'as pas à gagner le droit d'être traité comme un être humain, dit-il. Tu en es juste un. C'est suffisant. » Quelque chose en elle se fissura, pas brisé, fissuré comme de la glace au printemps. Elle hocha la tête car elle ne faisait pas confiance à sa voix. Et Ethan laissa le silence s'installer. Cette nuit-là, Lydia s'allongea dans le lit des 3 en face de Clara et June, fixant les poutres du plafond. La courte pointe sentait le cèdre et la fumée de bois. L'oreiller était doux. Le silence était ininterrompu, à l'exception du crépitement occasionnel des braises dans la cheminée. Elle n'avait pas dormi dans un lit depuis 6 mois. Elle ferma les yeux et pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, elle se sentit en sécurité. Le matin vint lentement à la cabane, filtré à travers les branches de pin et porté par un air qui sentait la rosée et la fumée lointaine. Lydia se réveilla au son de l'eau versée, du doux cliquetis du métal sur le métal et de la voix de Clara fredonnant quelque chose de bas et de sans mélodie. Pendant un moment, elle ne se souvint pas où elle était, puis le poids de la courte pointe se fit sentir, la douceur de l'oreiller et le fait que ses pieds ne lui faisaient pas aussi mal que la veille. Elle ouvrit les yeux. Clara se tenait près du lavabo, près de la fenêtre, se tressant les cheveux avec des mouvements rapides et experts. June était assise à la table, donnant des morceaux de pain à sa poupée et lui murmurant dans une langue que seules elles deux comprenaient. Le feu avait été rallumé et un pot de quelque chose, des flocons d'avoine peut-être, mijotait doucement sur les braises. Ethan était introuvable. Lydia se redressa, grimaçant alors que ses pieds touchaient le sol. Les bandages étaient toujours propres, toujours serrés. Elle testa son poids avec précaution, puis se leva. Clara jeta un coup d'œil. « Monsieur Crowley a dit de vous laisser dormir. »« Où est-il? »« Il coupe du bois. Il fait ça tous les matins. » Clara termina sa tresse et l'attacha avec un ruban. « Il y a de l'eau dans le lavabo si vous voulez vous laver. Et June a mis une robe pour vous. » Lydia regarda au pied du lit.
Une simple robe en coton était pliée là, bleue délavée, rapiécée au coude, mais propre. À côté, une paire de grosses chaussettes en laine. « C'est la vôtre ?» dit Lydia. « Elle ne me va plus. » Clara haussa les épaules. « June est trop petite pour ça, et vous en avez plus besoin que le tas de chiffon. » Lydia prit cette robe, ses doigts traçant les points soignés des réparations. Quelqu'un avait pris du temps pour cela. Quelqu'un s'en était soucié. « Merci, dit-elle doucement. Clara sourit. « De rien. » Lydia se lava rapidement, l'eau froide choquant sa peau pour la rendre alerte, puis changea de robe. Elle pendait l'âge sur sa silhouette. Elle avait perdu du poids ces derniers mois, plus qu'elle ne l'avait réalisé. Mais elle était entière, elle était propre. Elle était à elle, même si ce n'était que pour l'instant. Quand elle sortit de derrière le rideau, June leva les yeux de sa poupée et hocha la tête avec approbation. « Vous êtes jolie. » La gorge de Lydia se serra. « Merci, June. » La porte s'ouvrit et Ethan entra, les bras pleins de bûches fendues. Il les porta à la pile de bois à côté de la cheminée, les empila soigneusement, puis se brossa l'écorce de ses manches. Ses yeux jetèrent un coup d'œil à Lydia, prirent une note de la robe, et il hocha la tête une fois avant de se tourner vers le pot sur le feu. « Les flocons d'avoine sont prêts, dit-il. Servez-vous. » Ils mangèrent à la table, le même rythme calme que la veille. Ethan ne posa pas de questions, n'insista pas, se contenta de manger sa part et de boire son café et de laisser le silence être ce qu'il était. Quand les bols furent vides, Clara et June débarrassèrent la table sans qu'on le leur demande. Lydia resta incertaine jusqu'à ce qu'Ethan fasse un geste vers la porte. « Envie de marcher? » Elle hésita. « Où? »« Juste autour. Vous êtes resté enfermé. Je pensais que vous aimeriez prendre l'air. » Lydia jeta un coup d'œil à ses pieds. Les bandages tenaient et la pommade avait fonctionné pendant la nuit. La douleur était plus sourde maintenant, gérable. « D'accord, dit-elle. » Ils sortirent dans le frais matin. Le soleil était encore bas, projetant de longues ombres sur la clairière. Des oiseaux chantaient dans les arbres, et quelque part au loin, un ruisseau gargouillait sur des pierres. Ethan marchait lentement, les mains dans les poches, le regard fixé sur l'horizon. Lydia suivait son rythme, les bras enroulés autour d'elle, malgré la chaleur qui commençait à s'installer dans la journée. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda-t-elle. « 4 ans. J'ai construit la cabane moi-même. » Il fit un signe vers la lisière des arbres. « Il y a une source à environ 400 mètres par là. Bonne eau et la chasse est décente si on sait où chercher. C'est calme. C'est pourquoi je l'ai choisi. » Ils marchèrent en silence pendant un moment, suivant un sentier discret qui menait vers le ruisseau. Le sol était inégal, parsemé de racines et de pierres, mais Lydia trouva son équilibre. Le mouvement lui faisait du bien, lui donnait un but. « Clara a dit que vous les aviez trouvés dans un orphelinat, dit-elle. Ethan hocha la tête. « Cheyenne, je passais par là, je me suis arrêté pour abreuver mon cheval, je les ai vus s'assiser sur les marches, et il s'arrêta, sa mâchoire se resserrant. Elles avaient l'air d'avoir été oubliées. Alors, vous les avez prises. J'ai demandé si elles voulaient venir avec moi. Elles ont dit oui. » Il la regarda. « Parfois, c'est tout ce qu'il faut. » Lydia pensa aux hommes qui la traînaient dans la rue, à la foule qui regardait, au silence. « Tout le monde ne dit pas oui, dit-elle doucement. « Non, répondit Ethan, mais ceux qui le font méritent une chance. » Ils atteignirent le ruisseau et Ethan s'accroupit près de lui, trempant sa main dans l'eau. Lydia se tenait à quelques pieds en arrière, regardant le courant se tordre autour des rochers et des branches tombées. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» demanda-t-elle. « Vous ne me connaissiez pas. Vous ne me deviez rien. » Ethan se redressa, s'essuyant la main sur son pantalon. « Tu avais besoin d'aide. Beaucoup de gens ont besoin d'aide. Alors beaucoup de gens devraient en recevoir. » Sa voix était ferme mais pas dure. « Ce n'est pas parce que la plupart des gens détournent le regard que c'est la bonne chose à faire. » Lydia le regarda, vraiment le regarda. Son visage était ridé, ses mains cailleuses, ses épaules larges par des années de travail acharné, mais ses yeux étaient clairs, honnêtes. Et quand il la regardait, il ne voyait pas un problème à résoudre ou un fardeau à gérer. Il voyait une personne. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle. Je ne veux pas de remerciements. Tout le monde veut quelque chose. » Ethan croisa son regard. « Pas de toi. » Les mots s'installèrent entre eux.
simple et inébranlable. Lydia voulait argumenter, insister sur le fait qu'elle ne pouvait pas simplement prendre sans donner, mais le regard dans ses yeux l'arrêta. Il le pensait. « Viens, dit-il, se retournant vers la cabane. Clara a probablement déjà convaincu June qu'elle doive réorganiser le garde-manger à nouveau. Lydia suivit, et pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, elle sentit la plus légère lueur de quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. L'espoir. De retour à la cabane, Clara et June avaient effectivement vidé la moitié du garde-manger sur la table et trié les bocaux par taille. Ethan secoua la tête, souriant légèrement, et les laissa faire. Lydia se tenait dans l'embrasure de la porte, incertaine de savoir où s'insérer dans le rythme facile qu'ils avaient établi. « Puis-je aider ?» demanda-t-elle. Clara leva les yeux, surprise. « Tu n'es pas obligé. »« Je sais, mais j'aimerais bien. » June lui tendait d'un bocal de conserve. « Ceux-ci vont sur l'étagère du haut. On garde les lourds en bas pour qu'ils ne tombent pas. » Mais Lydia prit le bocal et le plaça soigneusement où June l'indiquait. Puis un autre et un autre. Le travail était simple, méthodique, et cela donnait quelque chose à faire à ses mains à part trembler. Pendant qu'elle travaillait, Clara parlait du jardin qu'elle avait planté au printemps, des cerfs qui venaient boire au ruisseau à l'aube, de la fois où June avait essayé d'attraper un lapin et s'était retrouvée couverte de boue. June ajoutait des détails de sa voix plus calme, et Lydia écoutait, laissant leurs mots remplir l'espace autour d'elle. Vers midi, le garde-manger fut réorganisé, la table débarrassée, et Ethan revint avec une paire de lapins. Il les dépiauta et les nettoya dehors pendant que Lydia aidait Clara à préparer des légumes, carottes, oignons, pommes de terre, du cellier. Le rythme était familier, réconfortant. Ses mains se souvenaient comment éplucher, comment couper, comment faire quelque chose d'utile à partir d'ingrédients bruts. « Tu es doué pour ça », observa Clara, regardant le couteau de Lydia se déplacer en douceur à travers un oignon. « J'avais l'habitude de cuisiner pour mon mari, dit Lydia. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter, et elle se figea, attendant les questions. Mais Clara hocha simplement la tête. « Comment s'appelait-il? »« Samuel. »« Aimait-il les oignons? » Un rire jaillit, inattendu et aigu. « Non, il les détestait, mais il les mangeait quand même parce que je les mettais dans tout. » Clara sourit. « C'est ça l'amour, je pense. Manger des choses que tu détestes parce que quelqu'un à qui tu tiens les a faites. » La poitrine de Lydia se serra. « Oui, je pense que oui. » Elles travaillèrent en silence après cela, mais ce n'était pas pesant. C'était le genre de silence qui laissait de la place au chagrin sans exiger d'explication. Quand le ragoût mijotait et que le pain levait, Ethan entra et se lava les mains dans le lavabo. « Ça sent bon. »« Clara a fait la plupart du travail, » dit Lydia. « Lydia a fait les oignons, » répliqua Clara. Ethan jeta un coup d'œil entre elles, quelque chose de chaud scintillant dans son expression. « Eh bien, bon travail, toutes les deux. » Ce soir-là, après le dîner, Ethan sortit un vieux jeu de cartes et apprit à June un jeu qui consistait à associer des numéros et à voler des tas. Clara leva les yeux au ciel, mais se joignit à eux, et bientôt la cabane fut remplie de rire. Le rire de June était aigu et clair, celui de Clara plus bas et connaisseur, celui d'Ethan rare mais sincère. Lydia était assise sur la chaise près du feu, regardant. Elle ne connaissait pas les règles du jeu, n'essayait pas de les apprendre. Elle laissait juste le son de leur voix la submerger, laissait la chaleur du feu pénétrer ses os. C'est ce que ressemblait une maison. Elle avait presque oublié. Les jours commencèrent à se brouiller d'une manière qui ressemblait moins à un effacement et plus à un rythme. Lydia se réveillait chaque matin au son d'Ethan coupant du bois. Aidait Clara et June dans de petites tâches, raccommodage, cuisine, rangement, et passait la soirée assise près du feu pendant que les filles jouaient ou lisaient dans le seul livre cabossé qu'elles possédaient. Ses pieds guérirent, les ampoules se recouvrirent de croûte, puis disparurent. Les bandages furent retirés et elle marcha s'emboîter. Ethan lui donna une paire de bottes, vieilles mais solides, qui avaient appartenu à quelqu'un dont il ne parlait pas. Elles lui allaient assez bien, elle ne posait pas de questions, n'insistait pas, se contentait de porter les bottes et de continuer d'avancer. Un après-midi, Clara la trouva assise sur le porche à regarder les arbres. « Es-tu triste? » Lydia la regarda. « Parfois. Pour ton mari, pour beaucoup de choses.
Clara s'assit à côté d'elle, ses jambes pendant du bord du porche. Monsieur Crowley dit qu'il est normal d'être triste. Il dit que ça veut juste dire qu'on a aimé quelque chose. Il a raison. Aimes-tu encore lui? Ton mari? Lydia pensa au rire de Samuel. Ses mains, la façon dont il fredonnait en travaillant. À l'espace qu'il avait laissé derrière lui à sa mort, vaste et douloureux et impossible à combler. Oui, dit-elle, mais c'est différent maintenant, plus calme. Clara hocha la tête comme si cela avait parfaitement du sens. J'aime toujours mes parents, mais ça ne fait plus aussi mal qu'avant. Monsieur Crowley parle-t-il d'eux? Tes parents? Seulement si nous le demandons. Il dit que le chagrin est à nous de porter, pas à lui de gérer. Clara inclina la tête. Mais il écoute si nous avons besoin de lui. Lydia regarda vers la cabane où Ethan était à l'intérieur en train de réparer une charnière cassée sur la porte du garde-manger. C'est un homme bon. Le meilleur, dit Clara simplement. Cette nuit-là, Lydia ne put dormir. Elle s'allongea dans le lit étroit, fixant le plafond, son esprit tournant sur les dernières semaines. Elle était là depuis presque un mois maintenant, et Ethan ne lui avait pas demandé de partir. Ne lui avait rien demandé, vraiment. Il l'avait juste laissé exister dans l'espace qu'il avait créé. C'était désorientant, inconfortable et terrifiant d'une manière qu'elle ne pouvait articuler, car que se passerait-il quand cela finirait? Elle se leva doucement, prudente de ne pas réveiller Clara et June, et sortit. La nuit était fraîche, les étoiles vives et brillantes au-dessus. Elle s'assit sur les marches du porche et enroula ses bras autour de ses genoux. La porte s'ouvrit derrière elle. Ethan sortit, une couverture dans les mains. Il la drapa sur ses épaules sans un mot, puis s'assit à côté d'elle. Ils ne parlèrent pas pendant longtemps. Finalement, Lydia dit, « J'attends toujours que le coup près tombe. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ça, ça semble trop facile, trop beau, comme si ça ne pouvait pas durer. » Ethan s'adossa sur ses mains, le regard fixé sur le ciel. « Pourquoi ça devrait finir? Parce que tout finit. Pas tout. Tu ne sais pas ça? Non, admit-il, mais je n'ai pas l'intention de te mettre dehors si c'est ce qui t'inquiète. Lydia resserra la couverture. Et si je ne peux rien vous rendre en retour? Je t'ai déjà dit, je ne demande rien. Mais et si je veux? Les mots sortirent plus brusquement qu'elle ne l'avait voulu, teintés de frustration. Et si je ne veux pas juste prendre et prendre et prendre sans rien rendre? Ethan se tourna pour la regarder. Alors donne ce que tu peux quand tu peux, mais ne le mesure pas. Ne compte pas les points. Ça ne marche pas comme ça. Comment ça marche? Tu vis juste. Tu aides là où tu peux. Tu existes. C'est suffisant. Lydia secoua la tête. Ça ne me semble pas suffisant. C'est parce qu'on t'a dit que ça ne l'était pas. Pendant longtemps, je suppose. Sa voix était douce mais ferme. Ça ne la rend pas vraie. Elle le regarda. Cet homme qui était entré sur la route et avait tout arrêté avec rien de plus que sa présence et sa certitude. Qui avait accueilli 2 orphelines chez lui et leur avait construit une vie? Qui lui avait donné un abri sans condition? Pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi faites-vous cela? Ethan fut silencieux un moment. Puis il dit, « Parce que je sais ce que c'est que d'être jeté. » Le souffle de Lydia se coinça. « J'étais plus jeune que Clara quand ma mère m'a abandonné dans un atelier à St. Louis. » Continua-t-il. Sa voix était égale. Elle ne pouvait peut-être pas me nourrir. Peut-être qu'elle ne le pouvait pas. Je ne sais pas. J'y ai passé 8 ans, à travailler sur des métiers à tisser jusqu'à ce que mes doigts saignent, à dormir par terre, à être battu pour avoir posé des questions. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai fui. Je suis venu dans l'Ouest, j'ai recommencé. Il la regarda et ses yeux étaient calmes. Personne ne m'a aidé, dit-il. Personne n'a empêché le contremaître d'utiliser sa ceinture. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Alors quand je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, je lui donne parce que je me souviens de ce que ça faisait quand personne ne le faisait. La gorge de Lydia se serra. Je suis désolé. Ne le sois pas. Ne laisse pas les gens qui t'ont fait du mal te convaincre que tu le méritais parce que tu ne l'as pas fait. Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Ils restèrent silencieux après cela, enveloppés dans la couverture et la nuit. Et quand Lydia rentra finalement à l'intérieur, elle sentit quelque chose changer. Pas guérie, pas entière, mais moins brisée qu'avant.
La semaine suivante, un écrivain vint. Lydia étendait du linge sur le fil derrière la cabane quand elle entendit le bruit des sabots. Elle se figea, ses mains serrant toujours un drap humide, et regarda un homme en manteau noir entrer dans la clairière. Ethan sortit sur le porche, son expression illisible. « Puis-je vous aider? » L'homme descendit de cheval. Il était grand, mince, avec un visage anguleux et des yeux qui bougeaient trop vite. « Je cherche une femme. » Lydia Hale, j'ai entendu dire qu'elle pourrait être ici. L'estomac de Lydia se serra. Elle connaissait cette voix. Le regard d'Ethan se porta sur elle, puis revint vers l'homme. « Qui demande? »« Je m'appelle Thomas Ridley. Je suis un créancier d'Amber Crossing. » Madame Hale doit de l'argent sur les impôts fonciers d'une maison qu'elle possédait autrefois. « Je suis là pour collecter. » Lydia s'avança, les mains serrées le long du corps. « Je ne vous dois rien. La maison a été saisie il y a 2 ans. » Ridley sourit, et c'était le genre de sourire qui lui donnait la chair de poule. « Les intérêts, Madame Hale, vous avez signé l'acte. Cela vous rend responsable. Je n'ai rien signé. Votre mari l'a fait, et quand il est mort, la dette vous est revenue. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si le contrat le dit. » Ridley sortit un papier plié de son manteau et le brandit. « J'ai la documentation ici même. Vous devez 300 $ plus les frais. » La vision de Lydia se brouilla. 300 $. Elle n'avait pas 3 $. Elle ne l'a pas, dit Ethan d'une voix plate, alors elle devra travailler pour la rembourser. Les yeux de Ridley parcoururent Lydia d'une manière qui lui donna envie de disparaître. « Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement. »« Non. Excusez-moi. J'ai dit non. » Ethan descendit du porche, se plaçant entre Ridley et Lydia. « Elle ne va nulle part avec vous. » Le sourire de Ridley se fit plus fin. « Il s'agit d'une affaire légale, M. Crowley, et peu m'importe que ce soit légal ou non. Elle reste ici. Alors vous hébergerez une débitrice. C'est un crime. Alors arrêtez-moi. » La mâchoire de Ridley se crispa. Il regarda par-dessus Ethan vers Lydia. « Vous compliquez les choses inutilement, Madame Hale. Venez avec moi maintenant et nous réglerons cela tranquillement. Restez ici et je reviendrai avec le shérif. » Le cœur de Lydia battait la chamade. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Ethan parla le premier. « Laissez-le venir. » Ridley le fixa. « Vous êtes sérieux? » De pierre. Pendant un long moment, Ridley ne bougea pas. Puis il plia le papier, le remit dans son manteau et remonta à cheval. « Vous le regretterez, dit-il. J'en doute. » Ridley tourna son cheval et quitta la clairière, son manteau flottant derrière lui comme l'aile d'un corbeau. Lydia resta figée, sa respiration courte et haletante. Ethan se tourna vers elle, son expression calme, mais ses yeux durs. « Il n'abandonnera pas, dit-elle. Il amènera le shérif. Ils me ramèneront. Ils ne le feront pas. Vous ne savez pas. Je sais que vous n'allez pas y retourner. » La voix d'Ethan était ferme, définitive. « Pas à moins que vous ne le vouliez. » Lydia secoua la tête, ses mains tremblant. « Je ne peux pas vous demander de vous battre à ma place. Vous ne demandez pas. Je choisis. » « Pourquoi? » « Parce que c'est juste. » Elle le regarda. Cet homme qui continuait de la choisir sans hésitation, sans condition, et quelque chose en elle se fissura davantage. « Je ne sais pas comment vous laisser faire ça, » murmura-t-elle. « Alors ne m'arrêtez pas. » Clara apparut dans l'embrasure de la porte, June derrière elle. « Est-il parti? »« Il est parti, » dit Ethan, « mais il reviendra. »« Que faisons-nous? » demanda Clara. Ethan regarda Lydia. « Nous nous préparons. » Ethan ne perdit pas de temps. 1 heure après le départ de Ridley, il avait scellé son cheval et était parti en ville, laissant Lydia avec Clara et June, et l'instruction de barricader la porte si quelqu'un venait. Lydia faisait les 100 pas dans la cabane, son esprit tourbillonnant à travers les possibilités, chacune plus sombre que la précédente. Elle imagina le shérif arrivant avec un mandat, s'imagina être ramené à Amber Crossing enchaîné, s'imagina Ethan payer le prix de sa défense. Clara était assise à la table, aiguisant un couteau de cuisine avec des gestes calmes et délibérés. June regardait depuis le coin, sa poupée serrée contre sa poitrine. « Il arrangera ça, » dit Clara sans lever les yeux. « Vous ne savez pas, si je sais, il le fait toujours. » Lydia arrêta de faire les 100 pas. « Et s'il ne peut pas cette fois? » Clara posa la pierre mouillée et croisa le regard de Lydia. « Alors nous trouverons autre chose. Mais fuir n'aidera pas. Je ne fuis pas. Vous y pensez. » Lydia détourna le regard. Clara avait raison. Elle calculait des distances, cartographiait des routes dans son esprit, planifiait des sorties, de vieilles habitudes,
des schémas de survie gravés profondément dans ses os. « Je ne veux pas apporter de problèmes dans cette maison », dit Lydia doucement. « Les problèmes sont déjà là, depuis le jour où nous sommes arrivés. » Clara reprit l'aiguisage du couteau. « Monsieur Crowley s'en fiche. Il dit que certaines choses valaient la peine de se battre. » « Et vous le croyez. » « Toujours. » June intervint depuis le coin, sa voix petite mais certaine. « Vous valez la peine de vous battre. » La gorge de Lydia se serra. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la clairière, les arbres se tenant comme des sentinelles dans la lumière déclinante. Elle pensa à Samuel, à la maison qu'ils avaient perdue, à la dette qu'elle n'avait jamais su exister jusqu'à ce qu'elle la traque. Elle pensa aux yeux de Thomas Ridley, à la façon dont ils l'avaient parcouru comme du bétail à évaluer. Elle pensa à Ethan se plaçant entre eux sans hésitation. Le soleil se couchait quand des sabots retentirent à nouveau. Le pouls de Lydia s'accéléra, mais Clara était déjà à la fenêtre. « C'est lui, dit-elle, le soulagement évident dans sa voix. » Ethan descendit de cheval et attacha sa monture, puis entra en portant une sacoche en cuir. Son visage était tendu, sa mâchoire serrée, mais ses yeux étaient clairs. Il posa la sacoche sur la table et regarda Lydia. « Le contrat de Ridley est faux, dit-il. » Lydia cligna des yeux. « Quoi? »« Je suis allé au bureau des terres, j'ai parlé au commis. Votre mari n'a jamais signé de contrat avec Thomas Ridley. La maison a été saisie pour impôts impayés, mais la dette a été réglée lors du transfert de propriété. Ridley essaie de collecter quelque chose qui n'existe pas. Mais il avait des papiers, des faux, de bons faux. Apparemment, il a déjà fait ça. Il cible les veuves, les gens sans ressources pour se défendre, leur montre de faux documents et collecte tout ce qui peut leur soutirer par la peur. » L'expression d'Ethan s'assombrit. Le commis a dit que 3 autres femmes lui avaient payé l'année dernière seulement. Lydia s'affaissa sur une chaise, ses jambes soudainement instables, donc je ne lui dois rien. Pas une odeur. Mais il reviendra quand même, probablement. Les hommes comme ça n'abandonnent pas facilement. Ethan ouvrit la sacoche et en sortit un dossier. « Alors je vous ai pris ça. » Il lui tendit le dossier. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier tamponnée et signée déclarant que toutes les dettes associées à la propriété autrefois appartenant à Samuel et Lydia Hale avaient été intégralement réglées lors du transfert de titres au comté. « C'est officiel, » dit Ethan. « Vous êtes libre. » Lydia fixa le document, sa vision se brouillant. « Comment avez-vous eu ça si vite? Le commis me devait une faveur et il n'aime pas Ridley plus que moi. » Ethan tira une chaise et s'assit en face d'elle. « Quand Ridley reviendra, montrez-lui que s'il continue de pousser, nous irons voir le shérif ensemble. C'est Ridley qui enfreint la loi, pas vous. Le shérif ne s'en souciera pas. Il est ami avec la moitié des hommes de la ville. Peut-être, mais il n'est pas ami avec le juge Howerin, et le juge ne tolère pas la fraude. » La voix d'Ethan était calme, stable. « Nous avons la loi de notre côté maintenant. Cela compte pour quelque chose. » Lydia le regarda. Cet homme qui avait passé son après-midi à se battre dans une bataille qui n'était pas la sienne, qui avait appelé des faveurs et affronté la bureaucratie pour quelqu'un que le monde avait déjà rayé. « Pourquoi continuez-vous à faire ça? » demanda-t-elle, la voix brisée. « Parce que vous comptez, » dit Ethan simplement, « et parce que personne ne devrait avoir à affronter ça seul. » Clara posa le couteau et vint se tenir à côté de Lydia. Elle ne dit rien, posa juste sa main sur l'épaule de Lydia. June traversa la pièce et fit de même de l'autre côté. Lydia ferma les yeux et laissa les larmes venir. Ils attendirent 3 jours. Ethan garda sa routine, coupant du bois, vérifiant les pièges, s'occupant du petit jardin derrière la cabane, mais Lydia pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses yeux suivaient les mouvements à la lisière des arbres. Clara et June restèrent près de la maison, leur bavardage habituel étouffé. Lydia essaya d'aider, essaya de rester occupée, mais chaque son la faisait sursauter. Le 4e jour, Ridley revint. Cette fois, il amena 2 hommes avec lui, tous 2 grands, tous 2 armés. Ils entrèrent dans la clairière juste après l'aube et Ethan les rencontra sur le porche, son fusil reposant dans le creux de son bras. « Monsieur Crowley, » dit Ridley, sa voix dégoulinant de fausse courtoisie. « Je crois que nous avons des affaires inachevées. » « Nous n'en avons pas. Madame Hale doit toujours... Madame Hale ne vous doit rien. » La voix d'Ethan était plate, dure comme le fer. « Et si vous remettez les pieds sur cette propriété,
Je vous ferai arrêter pour fraude et harcèlement. Le sourire de Ridley se figea. C'est une accusation grave, c'est un fait. J'ai la documentation du Bureau des terres du comté prouvant que votre contrat est faux. J'ai aussi le témoignage de 3 autres femmes que vous avez extorquées. Donc, à moins que vous ne vouliez l'expliquer au juge Halloran, je vous suggère de faire demi-tour et de partir. L'un des hommes de Ridley bougea sur sa selle, sa main se dirigeant vers son arme. Ethan ne bougea pas le fusil, mais son doigt glissa sur la garde de la détente. « Ne le faites pas, dit Ethan calmement. L'homme se figea. La mâchoire de Ridley travaillait, ses yeux passant d'Ethan à la cabane. Lydia se tenait juste à l'intérieur de la porte. Clara et June derrière elle, le dossier avec le document officiel serré dans ses mains. « Vous faites une erreur, dit Ridley. « Non, répondit Ethan. Vous l'avez fait en venant ici. » Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Ridley tira sur les rênes, tournant son cheval. Ce n'est pas fini. Si, c'est fini. Ridley spura son cheval et partit, ses hommes le suivant. Ils disparurent dans les arbres et la clairière tomba dans le silence, à l'exception du vent dans les pins. Ethan abaissa le fusil et se tourna vers Lydia. « Ça va? » Elle hocha la tête, bien que ses mains tremblent. Est-il vraiment parti? Pour l'instant, peut-être pour de bon, s'il est intelligent. Ethan appuya le fusil contre la rambarde du porche. Mais s'il revient, nous nous en occuperons. Clara s'avança, son visage pâle mais déterminé. Et s'il amène plus d'hommes, alors nous impliquerons le shérif ou le juge. Ethan regarda Lydia, mais je suppose qu'il ne le fera pas. Les hommes comme Ridley travaillant dans l'ombre, ils ne supportent pas bien la lumière du jour. Lydia voulait le croire, voulait faire confiance que c'était vraiment fini. Mais des années à voir l'espoir se transformer en déception lui avaient appris à être prudente. « Et si vous vous trompez ?» demanda-t-elle. Ethan croisa son regard. « Alors nous nous en occuperons ensemble. » Ce mot encore, « semble ». Comme si c'était la chose la plus simple du monde. Comme si elle n'attendait pas encore le moment où sa patience s'épuiserait et où il réaliserait qu'elle était plus de problème qu'elle n'en valait la peine. Mais il n'avait pas l'air d'un homme sur le point d'abandonner. Il avait l'air d'un homme qui avait planté ses pieds et n'avait aucune intention de bouger. Les jours qui suivirent furent plus calmes. Ridley ne revint pas. La ville n'envoya personne d'autre. Lentement, la tension dans la cabane s'apaisa. Clara et June reprirent leurs routines habituelles, aidant aux corvées, jouant à des jeux inventés, lisant à voix haute dans leurs livres usés. Ethan retourna à son travail, et Lydia se retrouva à s'installer dans des rythmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle construisait. Elle se levait avant l'aube et allumait le feu, faisait du café, pétrissait la pâte à pain. Le travail était bon, plein de sens. Elle n'occupait plus seulement de l'espace. Elle contribuait, créait, et personne ne lui disait qu'elle faisait ça mal. Un matin, elle trouva un coupon de tissu sur la table. Simple calicot, rien d'extraordinaire, mais neuf. Ethan se tenait près de la fenêtre, faisant semblant d'examiner le temps. « D'où vient ceci ?» demanda-t-elle. « La ville a pensé que vous voudriez peut-être vous faire quelque chose. » Je veux dire, Lydia passa ses doigts sur le tissu. Cela faisait des années qu'elle n'avait rien cousu qui ne soit d'une rustine ou une réparation. Je ne sais pas quoi faire. Ce que vous voulez. Elle le regarda. Vous n'aviez pas à faire ça. Je sais. Alors pourquoi? Parce que je le voulais. Il se tourna pour lui faire face, son expression ouverte. Vous portez la vieille robe de Clara depuis des semaines. Je pensais que vous aimeriez quelque chose qui soit à vous. La poitrine de Lydia se serra. Merci. Il hocha la tête et la laissa debout là, le tissu doux sous ses mains, son esprit déjà en train d'imaginer des possibilités. Elle passa la semaine suivante à coudre. Cela faisait si longtemps que ses doigts balbutiaient au début, les points inégaux, les coutures de travers. Mais Clara s'assit avec elle, lui offrant des suggestions silencieuses, et lentement les pièces s'assemblèrent. Une robe simple, rien d'élaboré, mais bien faite, solide à mêle. Quand elle eut fini, elle se changea derrière le rideau et sortit. June applaudit. Clara sourit. Ethan leva les yeux de la chaise qu'il réparait et hocha la tête. « Elle a l'air bien, dit-il. Elle est de travers à l'ourlet, dit Lydia, lissant le tissu. Je n'ai pas remarqué. Elle s'assit à la table, se sentant étrange et gênée et curieusement fière. Cette robe était à elle. Elle l'avait faite. Personne ne la lui avait donnée par pitié ou par obligation.
Elle l'avait créée de ses propres mains. C'était une si petite chose, mais elle semblait énorme. Ce soir-là, après le dîner, Ethan sortit une carte et l'étendit sur la table. Clara et June se penchèrent, fascinés, tandis que Lydia restait en retrait. « Pourquoi faire ?» demanda Clara. « L'hiver approche, dit Ethan. Nous aurons besoin de plus de provisions. Je prévois un voyage à Laram le mois prochain. J'ai pensé voir s'il y a quelque chose de spécial que vous voulez toutes. »« Des bonbons à la menthe, » dit June immédiatement. Clara roula des yeux. « Des livres? De vrais? Pas le même que nous avons lu 100 fois. » Ethan regarda Lydia. « Et vous? » Elle hésita. « Je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas demandé ce dont vous aviez besoin. J'ai demandé ce que vous vouliez. » Lydia réfléchit à toutes les choses qu'elle avait endurées, toutes les petits conforts qu'elle avait cessé de s'imaginer. « Du fil, dit-elle finalement. Du bon fil, et peut-être des aiguilles qui ne sont pas tordues. » Tan nota sur un bout de papier. « C'est fait. Vous n'avez pas à le faire. Je sais, mais j'y vais de toute façon. Alors autant ramener ce dont vous avez besoin. » Il plia la carte. « Autre chose ?» Lydia secoua la tête, mais quelque chose de chaud se déroula dans sa poitrine. Il avait demandé, il avait écouté, il avait noté comme si cela comptait, comme si elle comptait. Le dimanche suivant, Clara convainquit Lydia de marcher avec elle jusqu'au ruisseau. Le temps était encore chaud, bien que les nuits commençaient à se rafraîchir, et l'eau coulait claire et froide sur des pierres lisses. June attendait jusqu'aux genoux, criant de rire, tandis que Clara était assise sur la rive et tressait de l'herbe en attelage. Lydia se tenait au bord, ses chaussures enlevées, ses pieds nus pour la première fois depuis des semaines. Les cicatrices des ampoules s'étaient estompées en lignes pâles, à peine visibles maintenant. Elle entra dans l'eau, haletant à cause du froid, et sentit le courant tirer doucement à ses chevilles. « Ça fait du bien, n'est-ce pas? » dit Clara. « Oui, admit Lydia. » June s'approcha en éclaboussant, souriant. « Viens plus profond. Je vais bien ici. Tu as peur. Je suis prudente. » June rit et l'éclaboussa quand même, envoyant des gouttelettes en arc à travers le soleil. Lydia poussa un cri, puis avant de pouvoir mieux réfléchir, éclaboussa en retour. June poussa un cri de joie, et bientôt elles riaient toutes les deux. L'eau volant, le son vif et insouciant. Clara se joignit à elle, et pendant quelques minutes sauvages, les trois femmes n'étaient que des gens jouant dans un ruisseau intact par le poids du passé ou l'incertitude de l'avenir. Quand elles s'effondraient finalement sur la rive, essoufflées et trempées, Lydia s'allongea dans l'herbe et regarda le ciel. Les nuages dérivaient lentement et paresseusement, et le soleil était chaud sur son visage. « C'est agréable, » dit-elle doucement. « Ça l'est, » convint Clara. June se tourna sur le côté, appuyant sa tête sur sa main. « Pensez-vous que vous resterez pour toujours? » Le souffle de Lydia se coinça. « Je ne sais pas. J'espère que oui. »« Moi aussi, » dit Clara. Lydia les regarda. Ces deux filles qui avaient arrêté des hommes 2 fois plus grands qu'elles sans sourciller, qui l'avaient accueillie dans leur maison comme si elle avait toujours appartenu, et senti quelque chose changer en elle. « J'espère aussi, » dit-elle. Cette nuit-là, Lydia ne put pas dormir. Elle était allongée dans le lit étroit, écoutant Clara et June respirer, et pensa à ce que June avait demandé. Rester pour toujours. Comme si c'était possible, comme si elle pouvait construire une vie ici qui ne s'effondrerait pas éventuellement. Elle se leva et sortit, s'enveloppant dans la couverture qu'Ethan lui avait donnée des semaines auparavant. Les étoiles étaient brillantes, dispersées dans le ciel comme du sel renversé sur une table sombre. Elle s'assit sur les marches du porche et laissa la nuit l'envelopper. La porte s'ouvrit. Ethan sortit, portant 2 tasses de café. Il lui entendit une et s'assit à côté d'elle. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-il. « Trop de choses dans la tête ?» Il hocha la tête, sirotant son café. Ils restèrent silencieux pendant un moment, puis Lydia dit « June a demandé si j'allais rester pour toujours. »« Qu'avez-vous répondu que je ne savais pas ?» Ethan fut silencieux. Puis il dit « Voulez-vous » Lydia serra la tasse, sentant la chaleur se répandre dans ses paumes. « Je ne sais pas si j'ai le droit de vouloir ça. »« Pourquoi pas? Parce que vouloir des choses ne m'a jamais apporté que du mal. » Tan se tourna pour la regarder, son visage dans l'ombre, mais ses yeux clairs. « Ce n'est pas une raison d'arrêter de vouloir. Ça semble plus sûr. Peut-être, mais ce n'est pas vivre. » Lydia le regarda. « Et si je reste et que ça ne marche pas? »
Et si je gâche tout? Alors nous trouverons une solution, comme nous l'avons fait. Sa voix était stable, certaine. Vous n'avez pas à être parfaite, Lydia. Vous avez juste à être là. Elle voulait le croire. Vouloir faire confiance qu'elle pouvait rester. Que cette chose fragile et précieuse qu'ils avaient construite ne se briserait pas au moment où elle se laisserait en avoir besoin. J'ai peur, admet-elle. Je sais. Cela vous dérange-t-il? Non. Ethan posa sa tasse et s'appuya sur ses mains. La peur est logique. Vous avez été blessé. Vous avez perdu des choses. Bien sûr que vous avez peur. Il fit une pause. Mais ne laissez pas la peur prendre vos décisions à votre place. Lydia regarda les étoiles, le vaste ciel indifférent, et pensa à toutes les fois où elle avait choisi la sécurité plutôt que l'espoir. Toutes les fois où elle était partie avant de pouvoir être poussée. « Et si je ne sais pas comment choisir différemment? » demanda-t-elle. « Alors vous pratiquez un jour à la fois. » Il la regarda, « Et vous laissez les gens vous aider. C'est aussi une partie de ça. » Elle croisa son regard, et la stabilité qu'il y avait là, la croyance calme et inébranlable qu'elle valait la peine de faire des efforts, lui fit mal à la poitrine. « Je veux rester, dit-elle, les mots à peine un murmure. « Alors reste. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. » Lydia hocha la tête, et quelque chose en elle se détendit. Pas complètement. Pas encore, mais assez pour qu'elle puisse respirer un peu plus facilement. « D'accord, dit-elle. D'accord, je reste. » Ethan sourit, petit, sincère, chaleureux. Bien. Ils restèrent assis ensemble dans le noir, buvant du café et regardant les étoiles. Et pour la première fois depuis des années, Lydia se permit d'imaginer un avenir qui ne se terminait pas par une perte. Les semaines se fondirent en une nouvelle sorte de normalité. Lydia cousit une autre robe, répara les chemises d'Ethan, aida Clara à enseigner ses lettres à June. Elle apprit les rythmes de la cabane. Quand attiser le feu, quand commencer le dîner, quand laisser Ethan seul avec ses pensées, et quand s'asseoir à côté de lui dans un silence complice. Elle apprit que Clara avait parfois des cauchemars, que June avait peur des orages, que le silence d'Ethan n'était pas de la froideur, mais simplement la façon dont il traitait le monde. Et ils apprirent d'elle, apprirent qu'elle détestait les voix fortes, qu'elle avait besoin de thym seule le matin, qu'elle pouvait cuisiner presque tout, mais qu'elle ne pouvait pas faire de pâtisserie pour sauver sa vie. Ce n'était pas parfait. Il y avait des jours difficiles, des jours où le chagrin montait et l'engloutissait tout entière, où elle ne pouvait pas sortir du lit, où le poids de tout ce qu'elle avait perdu pesait si fort qu'elle ne pouvait pas respirer. Mais ces jours-là, Clara lui apportait du thé. June s'asseyait à côté d'elle et fredonnait. Ethan coupait du bois à portée de voix et ne posait pas de questions. Ils la laissèrent être brisée sans exiger qu'elle se répare, et lentement, imperceptiblement, elle commença à guérir. Un soir, fin octobre, alors que le premier gel rampait sur le sol et que l'air sentait la fumée et la neige à venir, Lydia se tenait à la fenêtre et regardait Ethan apprendre à June comment empiler correctement le bois de chauffage. Clara était à côté d'elle, pétrissant de la pâte, ses mains saupoudrées de farine. « Vous avez l'air heureuse, dit Clara. Lydia la regarda, surprise. « Est-ce que je le suis? »« Oui, différente de quand vous êtes arrivée. » Clara façonna la pâte en une miche ronde, plus légère. Lydia réfléchit, à la femme qui avait été traînée dans la rue, silencieuse et vaincue, à la femme qui s'était assise sur ce porche il y a des semaines, effrayée de vouloir quoi que ce soit. « Je pense que oui, dit-elle doucement. « Bien. » Clara posa la pâte pour la laisser lever. « Vous méritez d'être dehors. » June éclata de rire alors qu'une bûche tombait de la pile. Ethan l'attrapa avant qu'elle ne touche le sol et la lui rendit, disant quelque chose que Lydia ne pouvait pas entendre. June hocha sérieusement la tête et la plaça plus soigneusement. Lydia sourit. Ceci, cette soirée calme et ordinaire, c'était ce que ressemblait un foyer, et elle se laissait enfin croire qu'elle pouvait durer. L'hiver arriva tôt cette année-là, descendant des montagnes avec une vengeance qui rendit le monde blanc et silencieux. La première vraie neige tomba à la mi-novembre, épaisse et lourde, recouvrant la clairière et étouffant tout son sauf le craquement occasionnel d'une branche, cédant sous le poids. Lydia se réveilla pour trouver du givre gravé à l'intérieur des fenêtres en motif délicat, et quand elle sortit pour aller chercher de l'eau,
Le froid lui mordit le châle et lui vola son souffle. Ethan s'était bien préparé. La pile de bois était plus haute que Lydia, soigneusement empilée et recouverte de toile. La cave à racines était remplie de pommes de terre, de carottes, de navets et de bocaux de conserve que Clara et June avaient aidé à mettre en conserve à l'automne. Du venison fumé pendait au chevron et des sacs de farine et de farine de maïs longeaient le mur du fond. Ils avaient assez pour tenir jusqu'au printemps, peut-être plus s'ils étaient prudents. La cabane semblait plus petite avec eux tous à l'intérieur plus souvent, mais ce n'était pas oppressant. Ils développèrent des rythmes. Ethan passait ses matinées à vérifier les pièges qu'il avait tendus dans les bois, revenant avec des lapins ou un renard occasionnel. Lydia cuisinait, réparait et travaillait sur une courte pointe qu'elle avait commencée à partir de chutes de tissu, un projet qui gardait ses mains occupées pendant les longs après-midi. Clara enseignait l'arithmétique à June en utilisant des haricots secs comme compteur. Et le soir, ils se rassemblaient tous près du feu pendant qu'Ethan lisait à voix haute un livre de contes de la frontière qu'il avait acheté lors de son voyage à l'Aram. Lydia avait été sceptique quant au voyage, quant à son départ pendant 3 jours, quant à être seule avec les filles, quant à croire qu'il reviendrait. Mais il l'avait fait, arrivant juste avant le coucher du soleil le 3e jour avec des provisions, des bonbons à la menthe pour June, 2 nouveaux livres pour Clara et une petite boîte en bois pour Lydia contenant du fil de 6 couleurs différentes, un paquet de bonnes aiguilles et un dé à coudre en argent véritable. Elle avait fixé le dé à coudre, le retournant dans ses mains. Et quand elle leva les yeux, Ethan la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « C'est trop », avait-elle dit. « C'est un dé à coudre. C'est de l'argent, alors utilisez-le. » Il se détourna pour déballer le reste des provisions, mettant fin à la conversation, mais Lydia avait vu le léger sourire au coin de sa bouche. Elle utilisa le dé à coudre tous les jours après cela, et chaque fois qu'elle le faisait, elle pensait au fait que quelqu'un avait eu assez de cœur pour lui acheter quelque chose de beau. Un matin, début décembre, Lydia se réveilla pour trouver Clara debout à la fenêtre, son souffle embuant le verre, son expression troublée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lydia, se redressant. « Regarde. » Lydia traversa la fenêtre. De la neige fraîche était tombée pendant la nuit, et dans la surface blanche immaculée de la clairière, une ligne de traces menait de la lisière des arbres à la cabane et retour. Des empreintes de bottes, humaines, trop grandes pour être celles d'une femme, trop délibérées pour être accidentelles. Ethan était déjà réveillé, accroupi près de la cheminée, jetant des bûches dans les braises. Il leva les yeux quand Lydia s'approcha. « Quelqu'un était ici la nuit dernière, dit-elle doucement, gardant sa voix basse pour que June ne se réveille pas. « Je sais. Je les ai vus de la fenêtre vers minuit. » L'estomac de Lydia se serra. « Avez-vous vu qui c'était? Trop sombre, mais ils n'ont pas essayé la porte. Ils ne se sont pas approchés de la cabane. Ils ont juste fait le tour du périmètre et sont partis. » Ce n'est pas rassurant. « Non, convint Ethan. Il se leva, brossant la cendre de ses mains. Mais ce n'est pas nécessairement une menace non plus. Cela aurait pu être un trappeur, quelqu'un perdu, peut-être même un vagabond cherchant un abri qui y a repensé. Ou cela aurait pu être Ridley. La mâchoire d'Ethan se serra. Cela aurait pu être. Clara s'écarta de la fenêtre, les bras enroulés autour d'elle. « Que faisons-nous? » « Comme toujours, dit Ethan. Restez alerte. Gardez les portes verrouillées la nuit. Je vais mettre des cloches sur le sentier. Si quelqu'un s'approche, nous les entendrons. » Lydia voulait argumenter, insister pour qu'ils fassent plus. Mais quoi de plus? Ils étaient à 3 miles de la ville, entourés de nature sauvage avec l'hiver qui approchait. Fuir n'était pas une option. Se cacher non plus, alors ils restèrent alertes. Ethan tendit des cloches sur un fil fin le long du sentier principal et des 2 chemins plus petits qui menaient à la cabane. Il garda son fusil plus près, appuyé près de la porte au lieu d'être accroché au-dessus. La nuit, il dormait plus légèrement, se réveillant à chaque craquement et gémissement de la cabane qui s'installait. Lydia se retrouva à regarder la lisière des arbres pendant la journée, ses nerfs tendus comme des cordes d'arc. Elle détestait ça. Détestait se sentir chassée à nouveau, détestait la façon dont la peur revenait dans les espaces qu'elle avait si durement nettoyés. Mais rien ne se passa. Les jours passèrent. Les traces furent recouvertes par la nouvelle neige et aucune nouvelle ne parut. Les cloches restèrent silencieuses. Lentement,
La tension s'apaisa. Puis, 2 semaines avant Noël, un visiteur d'un autre genre arriva. Lydia pétrissait du pain quand elle entendit les cloches, ses mains s'immobilisèrent, la farine saupoudrant ses jointures, et elle leva vivement les yeux. Stan bougeait déjà vers le fusil, son expression calme mais concentrée. Clara éloigna June de la fenêtre. « Restez à l'intérieur, dit Ethan, puis sortit sur le porche. Lydia se dirigea vers la fenêtre, son cœur battant la chamade. Une silhouette émergea des arbres, petite, émitouflée dans des couches, se déplaçant lentement dans la neige. Pas un homme, une femme, et elle était seule. Ethan abaissa légèrement le fusil, mais ne le posa pas. « Puis-je vous aider? » La femme s'arrêta au bord de la clairière. Elle était plus âgée, peut-être 60 ans, avec des cheveux gris visibles sous une écharpe de laine et un visage marqué par le temps et l'inquiétude. Elle leva une main en signe de paix. « Je cherche Lydia Hale », appela-t-elle, sa voix fine mais stable. Le souffle de Lydia se coinça. Elle ouvrit la porte et sortit à côté d'Ethan, ignorant son regard vif. « Je suis Lydia Hale. » Les épaules de la femme s'affaissèrent de soulagement. « Dieu merci, j'avais peur d'être au mauvais endroit. » Elle fit quelques pas de plus, ses bottes crissant dans la neige. « Je m'appelle Margaret P. Je dirige une pension de famille à Ember Crossing. Nous nous sommes déjà rencontrés, bien que je ne m'attende pas à ce que vous vous souveniez. C'était il y a des années, à la réception de l'église. » Lydia avait un vague souvenir d'une femme aux yeux gentils et au sourire rapide, mais les détails étaient flous. « Que voulez-vous? »« Parlez, si vous le permettez. » Margaret jeta un coup d'œil à Ethan, puis à Lydia. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, je le promets. » Ethan regarda Lydia. « Votre décision. » Lydia hésita, puis hocha la tête. « Entrez, il fait trop froid pour rester dehors. » Margaret les suivit dans la cabane, secouant la neige de ses bottes au seuil. Clara lui offrit une chaise près du feu, et June lui apporta une tasse d'eau. La femme accepta les deux avec de silencieux remerciements, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle les réchauffait au-dessus des flammes. « Je serai direct, dit Margaret après un moment. Je suis venue m'excuser. » Lydia cligna des yeux. « Pourquoi faire? Pour ne pas vous avoir aidé quand vous en aviez besoin. Pour avoir regardé vous traîner dans la rue et n'avoir rien fait. » La voix de Margaret se brisa. « J'ai porté cette honte pendant des mois, Madame Hale. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû dire quelque chose et je ne l'ai pas fait. » Lydia ne savait pas quoi dire. Elle avait passé si longtemps à croire que toute la ville l'avait abandonnée que l'idée que quelqu'un porte la culpabilité à ce sujet semblait surréaliste. « Pourquoi maintenant? » demanda-t-elle. « Parce que je ne peux plus vivre avec ça. » Margaret posa la tasse, ses mains se repliant étroitement sur ses genoux. « Et parce que je voulais que vous sachiez que tout le monde à Ember Crossing ne pense pas que vous méritiez ce qui est arrivé. Certains d'entre nous étaient juste trop lâches pour intervenir quand cela comptait. Cela ne change rien. Non, ça ne change rien. » Margaret croisa son regard. « Mais je voulais que vous le sachiez quand même, et je voulais vous dire que Thomas Ridley a quitté la ville il y a 3 semaines. Le juge a entendu parler de ses combats et a émis un mandat. Il est parti, Madame Hale. Il ne peut plus vous faire de mal. » Les mots frappèrent Lydia comme un coup physique. Ridley était parti. La menace qui l'avait hanté, qui l'avait fait sursauter à chaque ombre, était partie. « Êtes-vous sûr? » demanda Ethan. « Absolument. Le juge Halloran a fait un exemple de lui. Il a trouvé tout ce qu'il possédait et lui a dit que s'il remettait jamais les pieds dans le comté, il serait arrêté sur le champ. » L'expression de Margaret s'adoucit. « Vous êtes en sécurité, du moins de lui. » Lydia s'affaissa sur une chaise, ses jambes soudainement faibles. « En sécurité? » Le mot semblait étranger, impossible. « Pourquoi êtes-vous venu tout ce chemin pour me dire ça? » demanda-t-elle. « Parce que je pensais que vous méritiez de l'entendre de la part de quelqu'un qui se souciait de vous. » Margaret se leva, resserrant son écharpe. « Et parce que je voulais vous inviter au dîner de Noël dans ma pension, vous et votre famille. » Elle fit un geste vers Ethan et les filles, et Lydia réalisa avec un sursaut que Margaret les considérait comme les siens, sa famille. La pensée lui envoya une étrange chaleur dans la poitrine. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » dit Lydia doucement. « Pourquoi pas? Parce que les gens de cette ville m'ont clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue. Certains l'ont fait, pas tous. » La voix de Margaret était ferme.
Et ceux d'entre nous qui sont restés silencieux ont besoin de vous voir vivre bien, besoin de voir que vous avez survécu malgré nous. C'est le moins que nous vous devions. Lydia regarda Ethan. Il croisa son regard, son expression illisible, et ne dit rien. Le choix lui appartenait. J'y réfléchirai, dit Lydia finalement. Margaret hocha la tête. C'est tout ce que je demande. Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Vous avez l'air bien, Madame Hale, plus heureuse que je ne vous ai jamais vue. Je suis contente. Elle partit avant que Lydia ne puisse répondre, sa silhouette disparaissant dans les arbres. Lydia resta à la fenêtre longtemps après le départ de Margaret, son esprit en ébullition. Ethan vint se tenir à ses côtés, sa présence solide et silencieuse. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « Que je ne sais pas si je peux y retourner. Tu n'es pas obligé, mais peut-être que je devrais. » Elle se tourna pour le regarder. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'ils ont besoin de voir qu'ils ne m'ont pas brisé. Est-ce pour cela que tu y irais, pour leur prouver quelque chose? Lydia réfléchit. Non, je pense que j'irai pour me prouver quelque chose à moi-même. Ethan hocha lentement la tête. Alors nous y irons. Tu n'es pas obligé. Je sais, mais tu n'entreras pas dans cette ville toute seule. Clara s'avança, le menton relevé de cette manière obstinée que Lydia avait appris à reconnaître. Nous irons tous. June hocha la tête, serrant sa poupée. Nous sommes une famille. La gorge de Lydia se serra. Famille. Il continuait de le dire comme si c'était un fait, comme si c'était déjà décidé, et chaque fois qu'il le faisait, le mot semblait un peu moins impossible. D'accord, dit-elle. Nous irons. Les jours précédant Noël furent une frénésie de préparatifs. Claire et June insistèrent pour faire des cadeaux à Margaret et à quiconque serait présent au dîner. Elles y passeront des heures à fabriquer de petites décorations à partir de pommes de pin et de rubans, leur visage sérieux de concentration. Lydia cuit du pain et un gâteau aux pommes séchées, les emballant soigneusement dans un panier. Ethan ne dit rien à propos des cadeaux, mais Lydia le surprit en train de sculpter quelque chose de petit près du feu un soir, son couteau bougeant avec une précision soignée. La veille de Noël, Lydia se tint devant le petit miroir qu'Ethan avait accroché près du lavabo et étudia son reflet. Elle portait la robe qu'elle avait cousue, ses cheveux soigneusement épinglés, son visage encore trop mince mais plus creux. Elle ressemblait à une femme qui avait survécu à quelque chose. Elle ressemblait à quelqu'un qui tenait encore debout. « Tu es prête ?» demanda Ethan depuis l'encadrement de la porte. « Non, mais j'y vais quand même. » Il sourit faiblement. « C'est l'esprit. » Ils partirent en milieu de matinée, le chariot chargé de cadeaux et de nourriture. Les filles emmitouflées dans des couvertures à l'arrière. La neige avait cessé et le ciel était d'un bleu pâle et cassant. La ville apparut à l'horizon comme un amas de formes sombres sur le blanc, et le pouls de Lydia s'accéléra. Elle n'était pas revenue depuis le jour où on l'avait traînée dehors. Ethan dut sentir sa tension car il tendit la main et prit la sienne. Sa prise était chaude, ferme, et elle s'y agrippa plus fort qu'elle ne l'avait voulu. « Tu n'as rien à prouver, » dit-il doucement. « Je sais, mais je veux faire ça. Alors je suis juste là. » Ils arrivèrent à la pension de Margaret juste après midi. Le bâtiment était modeste, mais bien entretenu, avec de la fumée s'échappant de la cheminée et des couronnes accrochées aux fenêtres. Margaret les accueillit à la porte, son visage s'illuminant en les voyant. « Vous êtes venus, dit-elle, la voix épaisse d'émotion. « Je n'étais pas sûre que vous le feriez. »« Moi non plus, » admit Lydia. À l'intérieur de la pension, il faisait chaud et sentait la viande rôtie et le pain frais. Une longue table avait été dressée dans la salle à manger et plusieurs personnes étaient déjà assises. Des visages que Lydia reconnaissait mais ne connaissait pas bien. Ils levèrent les yeux à son entrée et la pièce devint silencieuse. Lydia releva le menton et croisa leurs regards. Margaret s'éclaircit la gorge. « Tout le monde, voici Lydia Hale et sa famille. Ils se joindront à nous pour le dîner. » Une par une, les visages se détournèrent pour reprendre leur conversation. Pas exactement accueillants, mais pas hostiles non plus. Juste indifférents. Et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. Le dîner fut d'abord maladroit. Lydia s'assit entre Claire et Ethan, hyper consciente de chaque regard, de chaque murmure. Mais au fur et à mesure que le repas progressait, que la nourriture était passée et que la conversation coulait, la tension s'estompa. June charma une dame âgée avec des histoires sur sa poupée. Clara discuta de livres avec un jeune homme qui travaillait à l'épicerie.
Ethan parla peu, mais sa présence à côté de Lydia était un poids constant et rassurant. Et Lydia mangea. Elle écouta. Elle rit même une fois quand Margaret raconta l'histoire d'une chèvre qui s'était échappée et avait terrorisé la ville pendant 3 jours. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la réconciliation, mais c'était un pas. Un petit pas fragile vers quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Après le dîner, Margaret prit Lydia à part. « Merci d'être venue. Merci de m'avoir invité. Je voulais dire ce que j'ai dit avant. Tu mérites mieux que ce que cette ville t'a donné. » Les yeux de Margaret étaient brillants de larmes retenues. « J'espère que tu l'as trouvé. » Lydia jeta un coup d'œil à travers la pièce où Ethan parlait doucement avec Clara et June, sa main posée légèrement sur l'épaule de June. « Je pense que oui, » dit-elle doucement. Ils partirent au coucher du soleil. Le ciel strié d'orange et de rose. Les filles s'endormirent à l'arrière du chariot et Lydia s'assit à côté d'Ethan, la tête appuyée sur son épaule. Il ne dit rien, se contentant de maintenir les chevaux stables sur la route du retour. Quand ils arrivèrent à la cabane, Ethan porta June à l'intérieur, tandis que Clara trébuchait derrière lui. Lydia resta dans la clairière un moment, levant les yeux vers les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel assombrissant. Elle pensa à la femme qu'elle avait été il y a 6 mois, brisée, silencieuse, traînée dans la rue comme des ordures. Elle pensa à cette femme qu'elle était maintenant, toujours marquée, toujours en train de guérir, mais ne croyant plus qu'elle était sans valeur. La porte s'ouvrit et Ethan sortit. « Tu viens? » Dans 1 minute. Il vint se tenir à ses côtés, son souffle se condensant dans l'air froid. « Tu as bien fait aujourd'hui. » C'était difficile. « Je sais, mais je suis contente d'y être allée. »« Moi aussi. » Ils restèrent en silencieux, puis Lydia dit, « J'ai pensé à ce que... Et si je restais? Vraiment rester? Pas juste jusqu'à ce que je trouve ce qui vient après, mais définitivement. » Elle se tourna pour le regarder. « Si ça te va. » L'expression d'Ethan s'adoucit. « Plus que ça va, je n'ai pas grand-chose à offrir. »« Tu as toi, c'est plus que suffisant. » La poitrine de Lydia se serra d'une chose qui ressemblait étrangement à de l'espoir. « J'ai toujours peur. C'est normal, la peur ne signifie pas que tu fais mal. Et si je gâchais tout? Alors, nous arrangerons ça ensemble. » Il tendit la main et prit la sienne, son pouce effleurant ses jointures. « Tu n'es plus seule, Lydia. Tu n'as pas à tout porter toute seule. » Elle baissa les yeux sur leurs mains jointes, sur la façon dont ses doigts s'enroulaient autour des siens, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et quelque chose en elle se brisa enfin complètement. Pas brisé, ouvert comme une porte qu'elle avait gardée verrouillée trop longtemps, s'ouvrant enfin en grand. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord, je reste pour de bon. » Ethan sourit, vraiment sourit, large et sincère, et si pleine de chaleur que ses yeux lui piquèrent. Bien. Il la serra dans ses bras, et Lydia se laissa tenir. Se laissa s'appuyer sur sa force solide. Se laissa croire que cette chose fragile et précieuse qu'ils avaient construite pouvait durer. À l'intérieur de la cabane, le feu crépitait. Clara et June dormaient paisiblement dans leur lit. Et pour la première fois depuis des années, Lydia Hale eut l'impression d'être rentrée chez elle. L'hiver s'approfondit, et avec lui vint un calme qui ressemblait moins à de l'isolement et plus à un sanctuaire. Le monde extérieur à la cabane devint un flou de blanc et de gris, la neige s'accumulant contre les murs, le vent hurlant à travers les pins. Mais à l'intérieur, la vie continuait selon ses doux rythmes. Lydia termina la courte pointe et la drapa sur le lit qu'elle partageait avec les filles, un patchwork de couleurs et de motifs qui racontait l'histoire de tout ce qu'elle avait réparé, sauvé et rendu neuf. Clara lut ses 2 nouveaux livres 2 fois et commença une 3e fois, cette fois en lisant à voix haute à June et en lui apprenant les mots difficiles. Ethan sculpta un ensemble d'animaux en bois pour June, une petite boîte à couvercle articulée pour Clara, qui la remplit immédiatement de trésors, de pierres, de plumes d'oiseaux, d'un bouton qu'elle avait trouvé sur la route, et lentement, imperceptiblement, l'espace entre Lydia et Ethan se modifia. Cela commença par de petites choses, sa main sur le bas de son dos, lorsqu'elle attrapait quelque chose sur une étagère haute, ses doigts effleurant les siens lorsqu'ils attrapaient tous 2 la cafetière. La façon dont leurs yeux se croisaient à travers la pièce et se maintenaient 1 seconde de trop. Aucun d'eux n'en parla. Aucun d'eux ne poussa
mais c'était là, vibrant doucement sous tout le reste, attendant. Un soir, fin janvier, après que les filles soient allées se coucher, Lydia s'assit près du feu en travaillant sur un nouveau projet de couture. Une chemise pour Ethan, bien qu'elle ne le lui ait pas encore dit. Il était assis en face d'elle, réparant un harnais, ses mains stables et sûres. « Puis-je te demander quelque chose? » dit Lydia. « Toujours. Pourquoi ne t'es-tu jamais marié avant? Je veux dire. » Les mains d'Ethan s'arrêtèrent. Il la regarda, son expression réfléchie. « Je n'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui je voulais construire une vie. Jamais. Il y a eu des femmes, quelques-unes, mais aucune ne me semblait juste. » Il posa le harnais. « J'ai passé beaucoup de temps à simplement survivre. Il ne semblait pas juste de demander à quelqu'un de partager ça. Et maintenant, je ne survis plus seulement. » Son regard était ferme. « Maintenant, je vis. Et ça change les choses. » Le pouls de Lydia s'accéléra. « Ça les change, comment? » Ethan se leva et traversa jusqu'à elle, s'accroupissant pour qu'ils soient à la même hauteur. « Je pense que tu sais comment. » Elle le savait depuis des semaines, peut-être plus, mais l'entendre le dire, le voir dans ses yeux, le rendait réel. « Je suis toujours brisée, dit-elle doucement. Moi aussi. Je ne sais pas si je peux être ce dont tu as besoin. Tu l'es déjà, Lydia. » Il prit sa main, son pouce traçant des cercles sur sa paume. « Je ne te demande pas d'être autre chose que ce que tu es. Je te demande juste si tu me laisserais me tenir à tes côtés aussi longtemps que tu le voudras. » Ses yeux brûlaient. « Et si je te déçois? Tu ne le feras pas, mais même si tu le faisais, je serais toujours là. » Elle le regarda. Cet homme qu'il avait choisi encore et encore sans hésitation, qui lui avait donné l'espace pour guérir et le temps de respirer et un endroit où appartenir. Et elle réalisa qu'elle ne voulait plus avoir peur. « Oui, dit-elle. Oui, je te laisserai te tenir à mes côtés. Je veux que tu le fasses. » Le sourire d'Ethan fut lent, chaleureux, comme le lever du soleil perçant les montagnes. Il se pencha et pressa son front contre le sien, et ils restèrent ainsi un long moment, respirant ensemble, le feu crépitant doucement à côté d'eux. Quand il se recula enfin, ses yeux étaient brillants. « Bien, répéta-t-elle. Il se leva et la tira debout, puis lentement, prudemment, lui donnant toutes les chances de se retirer, il l'embrassa. C'était doux, tendre, une question et une réponse à la fois. Et quand Lydia lui rendit son baiser, elle eut l'impression d'être rentrée chez elle. Ils ne le dirent pas tout de suite à Clara et June. Il n'y avait rien d'officiel à annoncer, aucune grande déclaration. Les choses changèrent simplement, s'installèrent dans une nouvelle configuration qui semblait aussi naturelle que la respiration. La main d'Ethan trouvait celle de Lydia plus souvent. Elle s'appuyait contre lui lorsqu'ils étaient assis près du feu. La nuit, après que les filles soient endormies, ils parlaient à voix basse de petites et de grandes choses, du passé qui les avait façonnées et de l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Le printemps vint lentement, à contre-cœur, la neige fondant par plaques pour révéler l'herbe brune et la boue. Le ruisseau gonflé par le ruissellement, se précipitant fort et sauvage sur ses rives. Les oiseaux revinrent, remplissant les matins de chant, et l'air perdit son tranchant, se réchauffant degré par degré, jusqu'à ce que Lydia puisse sortir sans son châle. Clara fut la première à le remarquer, bien sûr. Elle avait toujours été observatrice, ses yeux gris ne manquant rien. Un matin, début mars, elle regarda Ethan écarter une mèche de cheveux du visage de Lydia, regarda la façon dont Lydia lui souriait, et elle sourit. « Enfin, dit-elle. » Lydia la regarda, surprise. « Enfin quoi? » « Vous deux, vous avez compris. » Clara se versa une tasse d'eau, toujours souriante. « Il vous a fallu du temps, non? » Dan leva un sourcil. « Tu as une opinion là-dessus? » June et moi avons eu des opinions pendant des mois. Clara jeta un coup d'œil vers le coin où June jouait avec ses animaux en bois. Nous commencions à penser que vous ne vous remarqueriez jamais. June leva les yeux. « Est-ce que ça veut dire que vous allez vous marier? » Le souffle de Lydia se coinça. Elle regarda Ethan, qui la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Nous n'en avons pas parlé, dit Lydia prudemment. « Pourquoi pas? » June inclina la tête. « Vous vous aimez, n'est-ce pas? » La question resta en suspens, simple et impossible et vraie. Le cœur de Lydia battait contre ses côtes. « Oui, dit Ethan doucement, ses yeux ne quittant jamais le visage de Lydia.
Je t'aime. La gorge de Lydia se serra. Le mot semblait énorme, terrifiant, et elle avait évité d'y penser pendant des semaines, craignant que le nommer ne brise le sort. Mais maintenant, il était prononcé, et il n'y avait pas de retour en arrière. Je t'aime aussi, dit-elle, sa voix à peine un murmure. June rayonna. Clara semblait satisfaite. L'expression d'Ethan s'adoucit en quelque chose de si tendre que la poitrine de Lydia lui fit mal. Alors, dit Clara, pratique comme toujours. Quand est le mariage? Ethan rit, bas et chaleureux. Ne nous précipitons pas. Pourquoi pas? Vous êtes toutes les deux vieux. Clara, dit Lydia, partagée entre la mortification et le rire. Quoi? Vous l'êtes. Si vous attendez trop longtemps, vous serez antique. Nous n'avons même pas 30 ans, dit Ethan, amusé. C'est ce que j'ai dit. Vieux. Clara prit son livre. Mais c'est votre choix. Ne prenez pas encore 6 mois pour décider. Elle sortit, laissant Lydia et Ethan se regarder par-dessus la table. June retourna à ses animaux, fredonnant doucement. Elle a raison, dit Ethan après un moment. À propos de notre âge, à propos de ne pas attendre. Il traversa la table et prit sa main. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois, mais je sais aussi que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Alors, si tu es d'accord, j'aimerais officialiser les choses. Le cœur de Lydia martelait. Tu me demandes en mariage. Je le fais devant June. Il semblait que c'était aussi bon moment qu'un autre. Lydia rit, le son tremblant et vif. Elle le regarda. Cet homme qui l'avait sauvé, qui lui avait donné l'espace pour guérir, qui l'avait aimé sans condition ni attente, qui l'avait vu à son pire et était resté quand même. Oui, dit-elle. Oui, je te laisserai te tenir à mes côtés. Je veux que tu le fasses. Le sourire d'Ethan aurait pu illuminer toute la cabane. Oui, je t'épouserai. June poussa un cri et se jeta sur Lydia, la faisant presque tomber de sa chaise. Clara apparut dans l'encadrement de la porte, souriant comme si elle avait tout orchestré. « Je vous l'avais dit, dit-elle. Enfin. » Ils se marièrent en avril dans la clairière devant la cabane, avec Margaret P. et une poignée d'autres personnes de la ville comme témoins. Lydia portait une nouvelle robe qu'elle avait cousue elle-même, une simple robe de coton blanc, avec de délicates broderies au col et aux poignets. Clara et June entrelacèrent des fleurs sauvages dans ses cheveux, leur visage sérieux de concentration. Ethan portait sa meilleure chemise et son pantalon, ses cheveux soigneusement peignés, ses mains stables alors qu'il prenait celle de Lydia. Le juge Owen officia la cérémonie, sa voix portant à travers la clairière alors qu'il parlait d'engagement, de partenariat et de construction d'une vie ensemble. Lydia entendit à peine les mots. Elle était trop concentrée sur le visage d'Ethan, sur la façon dont il la regardait, comme si elle était quelque chose de précieux et de rare. Lorsque le juge les déclara mariés, Ethan l'embrassa doucement et sûrement, pleine de promesses, et Clara et June applaudirent. Margaret s'essuya les yeux avec un mouchoir, le petit groupe applaudit, et Lydia Hale devint Lydia Crowley. Le nom lui semblait étrange au début, inconnu sur sa langue, mais au fil des semaines, il s'installa, devenant le sien d'une manière qui semblait juste. Elle n'était plus la femme que la ville avait effacée, plus la veuve traînée dans la rue. Elle était Lydia Crowley, épouse d'Ethan, mère à tous égards sauf le nom de Clara et June. Elle était chez elle, la vie prit de nouveaux rythmes. Ethan agrandit le jardin et Lydia l'aida à planter des rangées de haricots, de courges et de maïs. Clara prit en charge la plupart de la cuisine, libérant Lydia pour qu'elle se concentre sur les projets de couture qu'elle avait remis à plus tard. June apprit à lire suffisamment bien pour lire des histoires simples toute seule, bien qu'elle préférât toujours quand quelqu'un lui lisait. La cabane semblait pleine de la meilleure façon, pleine de rires et de conversations, et des silences confortables qui venaient de la connaissance profonde de quelqu'un. Ethan et Lydia partageaient maintenant le grand lit, et la nuit, ils parlaient jusqu'à ce que le sommeil les emporte, leur voix basse et intime. « Je n'ai jamais pensé avoir ça », admit Lydia une nuit, la tête posée sur la poitrine d'Ethan. « Avoir quoi? Une famille, un foyer, quelqu'un qui m'a choisi. » Elle traça des motifs sur sa chemise. « Après la mort de Samuel, j'ai pensé que cette partie de ma vie était terminée. Elle attendait juste, dit Ethan, les bonnes personnes. Tu y crois vraiment? Je dois y croire. Sinon, tout ce que j'ai traversé avant de te trouver n'était que souffrance. Je préfère croire que c'était une préparation. »
Lydia leva la tête pour le regarder. Une préparation pour quoi? Pour savoir comment t'aimer correctement. Sa main se posa pour lui caresser le visage. Pour comprendre ce dont tu avais besoin quand tu es arrivé ici brisé et effrayé. Pour être assez patient pour te laisser guérir. Ses yeux piquèrent. Tu fais ça sonner intentionnel. Peut-être que ça l'était. Pas par nous, mais par quelque chose, le destin, le hasard, peu importe comment tu veux l'appeler. Il embrassa son front. Tout ce que je sais, c'est que je suis reconnaissant. Moi aussi, murmura-t-elle. L'été arriva avec une chaleur qui scintillait sur le sol et transformait la clairière en fourneau à midi. Il travaillait tôt le matin et tard le soir, se reposant pendant les heures les plus chaudes. Le jardin prospéra, produisant plus de légumes qu'il ne pouvait en manger. Lydia apprit à les conserver en bocaux, travaillant aux côtés de Margaret, qui venait une fois par semaine pour lui rendre visite et lui enseigner des techniques qu'elle avait perfectionnées au fil des décennies. Margaret était devenue une amie, l'une des rares personnes de la ville qui traitait Lydia sans jugement ni pitié. Elle apportait des nouvelles, des provisions et parfois des potins, bien qu'elle soit prudente pour les garder légers. Thomas Ridley a été arrêté dans le Colorado, mentionna Margaret un après-midi en aidant Lydia à casser des haricots. Il a essayé le même stratagème sur une veuve là-bas, seulement elle avait 3 fils et un fusil. Ça ne s'est pas bien terminé pour lui. Lydia leva les yeux brusquement. Est-il mort? Non, en prison, 20 ans d'après ce que j'ai entendu. Margaret sourit d'un air sombre. Il ne dérangera personne pendant longtemps. Lydia sentit un poids qu'elle n'avait pas réalisé porter se soulever de ses épaules. Ridley était vraiment parti. La menace qui l'avait hanté avait été définitivement écartée. Bien, dit-elle doucement. Plus que bien, c'est la justice. Oh, Margaret fit une pause, puis ajouta. La ville parle de toi, tu sais. Je suis sûr qu'ils le font. Pas comme avant. Ils disent que tu as l'air heureuse. Keithen est un homme bon. Que ses filles ont de la chance de t'avoir. Les yeux de Margaret étaient jalis. Certains d'entre eux se sentent coupables de la façon dont ils t'ont traité. Pas tous, mais certains. Et les autres? Les autres n'ont pas d'importance. La voix de Margaret était ferme. Tu ne leur dois rien, Lydia. Ni pardon, ni reconnaissance, rien. Tu as construit une belle vie ici. C'est toute la justification dont tu as besoin. Lydia réfléchit à cette conversation pendant des jours. Elle réalisa que Margaret avait raison. Elle n'avait pas besoin de l'approbation ou des excuses de la ville. Elle avait tout ce dont elle avait besoin ici. En août, Clara eut 9 ans. Ils célébrèrent avec un gâteau que Lydia réussit à ne pas brûler, des cadeaux sculptés et cousus avec soin, et un après-midi à nager dans le ruisseau. June présenta à Clara un bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies elle-même, et Clara la serra si fort qu'elles se tombèrent toutes les deux en riant. En les regardant, Lydia sentit sa poitrine gonfler d'émotion. Ses filles l'avaient sauvée autant qu'Ethan. Elle lui avait montré qu'elle pouvait être nécessaire, désirée, aimée exactement pour ce qu'elle était. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour du feu, Clara regarda Lydia avec un sérieux inhabituel. « Puis-je te demander quelque chose? » dit Clara. « Bien sûr. Est-ce que ça te dérangerait si June et moi t'appelions maman? » Le souffle de Lydia s'arrêta. Elle regarda Ethan, qui la regardait fixement. Puis June, dont les yeux étaient grands et pleins d'espoir. « Nous n'avons pas à le faire, » ajouta Clara rapidement. « Si c'est trop ou si tu n'es pas à l'aise. »« Non, » interrompit Lydia, la voix épaisse. « Je veux dire, oui, j'aimerais beaucoup ça. » June se jeta sur les genoux de Lydia, l'enlaçant autour de son cou. « Maman, » dit-elle, testant le mot, puis plus fort, ravie. « Maman !» Clara sourit, plus lentement, mais pas moins chaleureusement. « Maman !» Lydia les serra toutes les deux, les larmes coulant sur son visage, et sentit quelque chose en elle se mettre en place. C'était ce qui lui manquait. C'était ce que la mort de Samuel lui avait volé. Pas seulement un mari, mais la possibilité d'une famille, et maintenant elle en avait une. Ethan croisa son regard par-dessus le feu, et l'amour dans son expression était si féroce et pur qu'il lui coupa le souffle. « Merci, » murmura-t-elle. Il secoua légèrement la tête comme pour dire qu'elle n'avait pas à le remercier, mais son sourire disait tout le reste. L'automne revint, peignant le monde de teintes d'or et de cramoisis. Ils récoltèrent le jardin, stockèrent de la nourriture pour l'hiver,
et préparèrent la cabane pour une autre saison de froid. Mais cette année, Lydia aborda l'hiver sans peur. Elle avait des provisions, de la chaleur et des gens qui l'aimaient. Un après-midi d'octobre, Lydia étendait du linge quand elle vit des cavaliers approcher. Son estomac se serra instinctivement. Les vieilles peurs remontaient. Mais alors elle reconnut le cheval de tête. Margaret, dit-elle, Walker est accompagné du juge Howard et d'un autre homme que Lydia ne connaissait pas. Ethan sortit de la grange, son expression prudente. « Juge, Margaret, qu'est-ce qui vous amène ici? » « Affaires officielles, j'ai bien peur, » dit le juge en descendant de cheval. C'était un homme plus âgé, aux cheveux blancs et aux yeux vifs, connu pour son équité et son intolérance au non-sens. Mais de bonnes affaires, je pense. L'étranger descendit également de cheval. Il était plus jeune, peut-être 40 ans, avec des yeux gentils et une énergie nerveuse. « Madame Crowley, mon nom est David Hale. Je crois que je suis le cousin de votre défunt mari. » Lydia le regarda fixement. Samuel avait mentionné des cousins à l'Est, mais elle ne les avait jamais rencontrés. « Je ne comprends pas. Puis-je nous asseoir? » demanda le juge. Cela demandera quelques explications. Ils se rassemblèrent autour de la table à l'intérieur et le juge étala plusieurs papiers. « Monsieur Hale ici vous cherche depuis près d'1 an. Il n'a appris votre localisation que récemment. » David se pencha en avant, son expression sérieuse. « Quand Samuel est mort, aucun de nous ne le savait. Nous étions éloignés de cette branche de la famille, et au moment où la nouvelle nous est parvenue, vous aviez déjà perdu la maison. Je suis tellement désolé pour ce que vous avez traversé. « Pourquoi êtes-vous ici maintenant? » demanda Lydia, sa voix prudemment neutre. « Parce que le père de Samuel, mon oncle, est décédé l'hiver dernier. Il a laissé une succession, et Samuel en était le bénéficiaire. Puisque Samuel est parti, sa part vous revient. » L'esprit de Lydia s'emballa. « Combien? » 15 000 $. Le chiffre était incompréhensible. Lydia regarda Ethan, qui semblait tout aussi stupéfait. « Ce n'est pas possible, » dit-elle. « Si c'est possible. » David lui poussa les papiers. « Tout est documenté. Les juges ont tout vérifié. L'argent est à vous, Madame Crowley. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. » Les mains de Lydia tremblaient alors qu'elle prenait les papiers. 15 000 $, plus d'argent qu'elle n'aurait pu en gagner en une vie. Assez pour tout changer. « Il n'y a pas de condition? » demanda Ethan, sa voix prudente. « Aucune, » confirma le juge. « C'est à vous, sans restriction. » David se leva. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Je vous laisse le temps de le digérer, mais je voulais vous livrer la nouvelle personnellement et m'excuser de ne pas vous avoir trouvé plus tôt. » Il tendit la main à Lydia. « Samuel parlait de vous dans ses lettres. Il vous aimait beaucoup. » Lydia lui serra la main, les larmes lui montant aux yeux. « Merci. » Après leur départ, Lydia resta assise à la table, fixant les papiers pendant qu'Ethan préparait du café. Clara et June étaient dehors pendant la visite, et leur voix flottait par la fenêtre alors qu'elles jouaient. « À quoi penses-tu? » demanda Ethan, lui posant une tasse devant elle. « Que ça ne semble pas réel. »« C'est réel. 15 000 $, Ethan. Nous pourrions acheter des terres, construire une maison plus grande, envoyer les filles dans une vraie école. » Son esprit s'emballa de possibilités. « Nous pourrions tout faire. »« Nous pourrions, » accepta-t-il. « Qu'est-ce que tu veux faire? » Lydia regarda autour d'elle la cabane, petite, usée, mais remplie d'amour et de vie. Elle pensa au voyage qui l'avait amenée ici, à la femme qu'elle avait été et à la femme qu'elle était devenue. « Je veux aider les gens, » dit-elle lentement, dit Baumer. « Les gens comme moi, les femmes qui n'ont nulle part où aller et personne à qui se tourner. » Ethan s'assit en face d'elle, écoutant. « Et si nous achetions des terres plus près de la ville et construisions une maison? Une vraie maison assez grande pour plusieurs familles? Un endroit où les femmes qui ont tout perdu peuvent rester pendant qu'elles réfléchissent à ce qui vient après. » Elle le regarda. « Nous pourrions leur donner ce que tu m'as donné. Du temps, de l'espace, de la dignité. » L'expression d'Ethan s'adoucit. « Tu veux créer un refuge? » « Oui, est-ce stupide? » « Non, c'est exactement ça. » Il prit de sa main. « Mais ce sera un travail difficile et les gens te jugeront pour ça. »« Laisse-les. Je me fiche de ce que les gens pensent. » La voix de Lydia était ferme. « J'ai maintenant les ressources pour faire une différence. Je veux les utiliser, mais alors nous le ferons. » Ils passèrent les mois suivants à planifier. Ethan et Lydia allèrent en ville,
et achetèrent 10 acres à la limite nord d'Amber Crossing, assez près pour l'accès, mais assez loin pour la vie privée. Ils embauchèrent des ouvriers et conçurent une maison avec des espaces de vie séparés, une cuisine commune et un grand jardin. Margaret devint leur partenaire dans le projet, aidant à diffuser la nouvelle et à identifier les femmes qui avaient besoin d'aide. La première résidente arriva en décembre, une jeune veuve nommée Sarah avec un bébé et rien d'autre. Elle resta tout l'hiver, aidant à la cuisine et aux soins des enfants, et au printemps, elle avait économisé assez d'argent grâce à des travaux de couture pour louer une petite chambre en ville. D'autres femmes vinrent. Certaines restèrent des semaines, d'autres des mois. Chacune avait sa propre histoire de perte et de survie, et chacune partait plus forte qu'elle n'était arrivée. Lydia et Ethan gérèrent le refuge avec une efficacité tranquille, offrant abri et soutien sans jugement ni condition. Clara et June prospérèrent, entourées d'autres enfants et de femmes qui les traitaient comme une famille. Elles aidaient aux corvées, jouaient avec les bébés et apprirent que le foyer n'était pas seulement un endroit ou un ensemble de personnes. C'était un sentiment, un choix, un engagement. 2 ans après l'ouverture du refuge, Lydia se tenait dans le jardin, regardant Clara apprendre à une nouvelle résidente à planter des tomates pendant que June divertissait 3 tout-petits avec une histoire. Ethan vint derrière elle, lui enlaçant la taille. « Tu as fait ça, dit-il doucement. Nous l'avons fait. Tu as commencé. Tu avais la vision. » Lydia s'appuya contre lui, regardant la vie qu'ils avaient construite se dérouler devant elle. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Quand il me traînait dans cette rue, je pensais que ma vie était terminée. Elle ne faisait que commencer. Je le sais maintenant. Elle se tourna dans ses bras pour lui faire face. Merci de m'avoir vu quand personne d'autre ne le faisait. Merci de me l'avoir permis. Il embrassa son front. Tu m'as sauvé aussi. Tu sais, tu m'as rappelé pourquoi j'avais survécu à tout ce que j'avais traversé pour pouvoir être ici avec toi à construire ça. Ils se tinrent ensemble dans le jardin, entourés du son des rires et de la vie, et Lydia sentit une pièce si complète qu'elle en eut les larmes aux yeux. Ce soir-là, après que tout le monde ait mangé et que la maison se soit calmée, Clara s'approcha de Lydia avec une lettre. « Ceci est pour toi, dit-elle. » Lydia l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un mot de Margaret et un article de journal. Le mot disait « Je pensais que tu voudrais voir ça. » L'article était d'un journal de Denver. Il rapportait que Thomas Ridley était mort en prison de maladie. Ses stratagèmes le rattrapant finalement sous la forme de violence de la part d'autres détenus qui avaient appris ce qu'il avait fait. Lydia le lut 2 fois, puis le plia soigneusement et le mit de côté. « Tu vas bien? » demanda Ethan. « Oui, et elle allait bien. Elle ne ressentit aucune satisfaction dans la mort de Ridley, aucun sentiment de victoire, juste une reconnaissance tranquille qu'un chapitre était vraiment clos. « Il ne peut plus faire de mal à personne, dit-elle. »« Non, il ne le peut pas. » Lydia regarda autour d'elle la pièce où Clara lisait à la lumière d'une lampe, où June dormait sur le canapé, où Ethan était à ses côtés, solide et stable. Elle pensa au refuge plein de femmes reconstruisant leur vie, au jardin qui les nourrirait tout l'été, à l'avenir qui s'étendait devant eux. « Je suis heureuse, dit-elle, surprise par la simplicité de cela. » Ethan sourit. « Bien, vraiment heureuse, pas juste survivre ou s'en sortir, mais vraiment profondément heureuse. Tu mérites de l'être. » Toi tu t'identifies. Il la serra contre lui. Chaque jour, ils s'asseyaient ensemble pendant que le feu brûlait bas et que la nuit s'installait autour d'eux. 2 personnes qui s'étaient trouvées dans les décombres et avaient construit quelque chose de beau à partir des morceaux brisés. 5 ans plus tard, par une chaude soirée de juin, Lydia se tenait sur le porche du refuge et regardait le soleil se coucher sur les montagnes. La maison derrière elle était pleine. 8 femmes et 12 enfants étaient actuellement résidents, chacun travaillant vers son propre nouveau départ. Clara avait 17 ans maintenant, se préparant à entrer à l'école normale à l'automne. June avait 12 ans, toute détermination féroce et curiosité imparable. Ethan sortit et lui tendit une tasse de café. Ils restèrent dans un silence confortable, les épaules se touchant. « Penses-tu parfois à ce jour ?» demanda Lydia. « Quand tu les as empêchés de me traîner hors de la ville. »« Parfois. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si tu ne l'avais pas fait ?»« Non. » Sa voix était ferme. « Parce que je l'ai fait, et voici où nous en sommes. »« Voici où nous en sommes, » répéta Lydia. Derrière eux, quelqu'un rit.
Un bébé pleura puis se calma. La voix de Clara s'éleva, lisant une histoire aux plus jeunes enfants. La maison bourdonnait de vie, d'espoir, du son de gens refusant d'abandonner. Lydia pensa à la femme qu'elle avait été, brisée, silencieuse, convaincue qu'elle était sans valeur. Elle pensa au long et douloureux voyage qui l'avait amenée ici, à chaque moment de doute et de peur et d'espoir désespéré. Et elle pensa à ce que Clara avait dit toutes ces années auparavant, ce premier jour terrible et magnifique. Tu vaux la peine qu'on se batte pour toi. Elle avait cru que c'était un mensonge alors, une gentillesse offerte par des enfants trop jeunes pour savoir mieux. Mais c'était la vérité. Elle valait la peine qu'on se batte pour elle. Elle l'avait toujours été. Il fallait juste que quelqu'un lui montre. Merci, dit-elle à Ethan. Pas pour la première fois et pas pour la dernière. Toujours, répondit-il. Et alors que les étoiles apparaissaient une par une au-dessus et que la nuit les enveloppait doucement, Lydia Crowley, autrefois Lydia Hale, autrefois la femme que la ville avait effacée, se tenait sur son porche dans la maison qu'elle avait construite et comprit enfin complètement ce que signifiait appartenir. Elle n'était plus la femme traînée dans la rue. Elle était la femme qui s'était relevée de cette poussière, qui avait revendiqué sa valeur, qui avait construit un refuge pour d'autres qui avaient besoin de faire de même. Elle était choisie, elle était ancrée, elle était chez elle, et c'était enfin le cas.